Une vue depuis l'extérieur d'une fenêtre de chambre révèle Enna regardant la nuit, perdue dans ses pensées. Dans un flashback, Enna s'agenouille au-dessus d'un homme au lit, ses mains sur sa poitrine, tandis qu'une énergie chaude en émane. Elle se concentre, pressant doucement ses mains sur la poitrine de l'homme alors qu'il est allongé sous elle. L'homme, le visage rougi et les yeux mi-clos, souffle que c'est agréable. Levant la main, il caresse doucement son visage, l'appelant « Enna, ma sainte ». Enna le regarde avec détermination, pensant que son désir de le guérir est la raison même de sa présence. La scène se déplace vers le monde moderne, alors qu'un narrateur explique qu'elle travaillait autrefois dans une clinique chiropratique nationale. Une patiente fait l'éloge du massage d'Enna, le qualifiant de meilleur, et elle sourit, heureuse d'entendre le compliment. Dans son uniforme de chiropraticienne, Enna travaille sur une patiente détendue, tandis qu'une collègue en blouse de laboratoire observe depuis l'embrasure de la porte. L'homme en blouse de laboratoire, son directeur, la réprimande pour rendre les clients trop satisfaits, insistant sur le fait qu'ils doivent dépenser plus d'argent. Elle rétorque que ses compétences reconnues lui ont valu le plus gros bonus. Serrant le point de frustration, elle pense qu'elle ne peut plus tolérer une politique commerciale qui néglige les clients après avoir travaillé si dur pour devenir chiropraticienne. Elle s'incline profondément devant son directeur, déclarant qu'elle ne peut plus suivre sa philosophie et demande à devenir indépendante, le choquant au point qu'il lui demande de reconsidérer. Le directeur craint que si elle part, leurs clients la suivront, et il décide qu'ils doivent absolument l'arrêter. Des rumeurs malveillantes commencent à se répandre parmi ses collègues, qui racontent qu'elle a commis une erreur de traitement et se moquent de son surnom, main de déesse. Les commérages continuent alors qu'une autre collègue suggère qu'elle utilise son apparence pour attirer les clients, tandis qu'Enna se souvient comment de fausses rumeurs se sont répandues, et même ses partisans l'ont abandonnée. Submergée par les moqueries de ses collègues, Enna désespère de ne pas pouvoir rester chiropraticienne, et encore moins devenir indépendante et tenir sa promesse. Elle se souvient de son enfance, accompagnant sa grand-mère dans une clinique chiropratique et admirant la personne qui la faisait se sentir mieux. Un souvenir d'une jeune Enna, massant les épaules de sa grand-mère refait surface, sa grand-mère louant son talent et allumant son rêve de devenir chiropraticienne. Elle se souvient avoir promis à sa grand-mère malade qu'elle utiliserait ses massages pour apporter des sourires à de nombreuses personnes, renforçant sa résolution de ne pas abandonner. De retour à la clinique, son directeur au visage sombre la regarde, les bras croisés. Enna termine une séance, disant à sa patiente qu'elles ont fini pour la journée. La patiente s'assied, se frottant l'épaule et commentant qu'elle ne se sent pas aussi rafraîchie que d'habitude. Les larmes aux yeux, Enna s'excuse intérieurement, souhaitant pouvoir offrir de meilleurs soins mais se sentant piégée par les ordres de son directeur, qui vont à l'encontre de sa raison de devenir chiropraticienne. Alors qu'elle s'interroge sur le sens de la poursuite de son travail, un cercle magique lumineux se matérialise soudainement sous ses pieds. Une lumière vive jaillit du cercle, et elle regarde vers le bas, confuse, tandis que l'énergie l'entoure. Elle est soudainement tirée vers le haut dans une lumière aveuglante, réalisant qu'elle est entraînée vers quelque chose d'inconnu. Ses yeux s'ouvrent pour se retrouver agenouillés dans une grande salle, où Caïn et un groupe de prêtres accueillent la sainte, déclarant qu'ils l'attendaient. Complètement confuse, elle se demande si c'est une farce ou un cosplay, mais après s'être pincée, elle réalise que ce n'est pas un rêve. Caïn se présente comme un serviteur du prince Gérald de Filigar, expliquant qu'elle, la sainte, a été invoquée pour sauver le prince. Elle balbutie confuse, remettant en question l'existence de Filigar et le sens d'être appelée une sainte. Caïn explique qu'une sainte est un miracle envoyé par les dieux et qu'elle a été invoquée en raison des vœux du prince, un événement rare qui ne s'est pas produit depuis 100 ans. Un prêtre exige impatiemment qu'elle démontre son pouvoir, mais elle insiste nerveusement sur le fait que c'est une erreur et qu'elle ne peut pas exaucer leurs vœux. Un prêtre aux cheveux argentés s'avance, déclarant froidement que si elle n'est pas la sainte, ils seront contraints de l'éliminer. Elle affronte le prêtre avec colère, exigeant d'être renvoyée chez elle, mais il lui révèle qu'elle doit d'abord accomplir la mission pour laquelle elle a été invoquée pour pouvoir revenir. Le prêtre explique que, puisqu'un être maléfique aurait pu être invoqué à la place, elle n'a que 2 options, prouver qu'elle est la sainte ou périr. Terrifiée par la menace de mort, elle se demande désespérément comment elle peut prouver qu'elle est une sainte. Une ancienne illustration représente la légendaire sainte dans une pose méditative. La légende dit qu'une vraie sainte possède un pouvoir de guérison dans ses mains, et Enna s'assied avec Caïn et le prêtre, méditant sur cette nouvelle information. Regardant sa propre main, Enna a une réalisation soudaine. Si le pouvoir de guérison est dans les mains, peut-être que ses compétences en chiropratique sont la clé.
Elle accepte d'essayer, au grand plaisir de Caïn, mais le prêtre aux cheveux argentés le met en garde contre les ruses. Caïn déclare avec défi qu'il prouvera qu'elle est la sainte pour le prince. Alors qu'elle se prépare à commencer, elle pense que c'est la seule chose qu'elle puisse faire dans cette situation. Prenant la main de Caïn, elle lui demande de se détendre et commence à appliquer une pression sur son poignet. Une rougeur se répand sur le visage de Caïn, tandis qu'il réagit à son toucher. Ses yeux s'écarquillent de surprise, tandis qu'il s'avoue qu'il n'a jamais rien ressenti de tel auparavant. Il expire dans un choc béat, s'exclamant que la sensation est incroyable. Caïn déclare avec enthousiasme que la chaleur qui se répand en lui est un miracle, prouvant qu'elle est la sainte, et lui prend la main pour l'emmener en hâte chez le prince Gérald. Alors que Caïn l'entraîne, elle regarde en arrière avec une expression inquiète et incertaine. Le flashback se termine alors qu'elle s'enquiert de l'état actuel du prince Gérald. Des portraits du prince le montrent, souffrant de maux de tête débilitants et inexpliqués, et de crises soudaines de nausées. Caïn explique que les symptômes du prince ont empiré au fil des ans, et le prêtre aux cheveux argentés ajoute qu'il souffre maintenant d'insomnie, de douleur et d'engourdissement, avertissant que son état se détériorera sans guérison immédiate. Une femme aux cheveux bruns courts contemple une liste de symptômes incluant maux de tête, douleurs oculaires, nausées et engourdissement. Marchant vers un château avec un prêtre aux cheveux blancs et un guerrier blond, elle apprend que le prince Gérald s'entraîne actuellement à l'escrime. La femme aux cheveux bruns, rougissante, dit au guerrier blond que le titre de sainte la met mal à l'aise et se présente comme Héna. Le guerrier blond est charmé, s'exclamant quel beau nom mademoiselle Héna porte. Tandis que l'homme aux cheveux blancs observe avec inquiétude, Héna lui assure que la personnalité énergique du guerrier est une bonne chose. Le guerrier blond fait un geste vers les terrains d'entraînement, présentant le prince et ses hommes. Son cœur bat la chamade alors qu'elle pose les yeux sur le beau prince Gérald aux cheveux noirs, qui tient avec assurance une grande épée. Le guerrier blond appelle avec enthousiasme le prince Gérald. Il présente fièrement Héna comme la sainte, expliquant qu'elle a été invoquée par les prêtres pour sauver le prince. Héna observe le prince, pensant qu'il a l'air intimidant, mais aussi très cool. Le prince Gérald se retourne avec une expression furieuse, exigeant de savoir qui a autorisé l'invocation. Le guerrier blond Caïn est stupéfait. L'homme aux cheveux blancs explique qu'ils ont accompli le rituel parce que Caïn avait rapporté l'état grave du prince. L'homme aux cheveux blancs confronte un Caïn troublé, lui demandant si toute cette situation était basée sur sa supposition. Réalisant qu'elle a été invoquée parce que Caïn a agi en franc-tireur, Héna observe Caïn supplier le prince Gérald d'accepter le miracle de la sainte, mais le prince le rejette froidement, le qualifiant de persistant. Croyant qu'elle doit aider le prince pour rentrer chez elle, Héna tend la main, mais il lui gifle violemment la main, lui criant de ne pas le toucher, alors qu'elle laisse échapper un « Qui a ?» surpris. Le prince Gérald dévisage Héna, avec une intensité terrifiante, la faisant trembler de peur. L'homme aux cheveux blancs intervient, expliquant au prince que la sainte a été invoquée d'un autre monde, spécifiquement pour le guérir. Il continue, révélant qu'elle ne peut pas rentrer chez elle avant que sa mission ne soit accomplie, ce qui laisse le prince Gérald l'air tiraillé et las. Le comportement du prince Gérald s'adoucit, alors qu'il promet à Héna qu'elle sera bien traitée, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de la renvoyer dans son monde. En guise de punition pour son imprudence, le prince ordonne à un Caïn en larmes de soumettre une explication écrite avant la fin de la semaine. Héna contemple le château, se demandant si elle peut vraiment retourner dans son monde sans rien faire pour aider. La scène se transforme en une vue magnifique du vaste château, niché parmi les collines verdoyantes. Désormais parée d'élégants vêtements et de bijoux, Héna est assise seule, une expression sombre sur son visage. Elle décide d'apprendre sur ce nouveau pays en lisant un livre, s'émerveillant de pouvoir comprendre son écriture et sa langue. L'homme aux cheveux blancs entre dans ses appartements lui demandant si quelque chose ne va pas, alors qu'Héna lève les yeux de son livre, surprise. À son grand choc, il s'agenouille soudainement, annonçant qu'il est venu s'excuser pour son comportement impoli lors de son invocation. Héna l'exhorte à se lever, mais il refuse, insistant sur le fait que ses actions étaient inexcusables pour un prêtre et jurant de faire tout ce qu'elle demanderait. Il propose même de quitter le pays, mais une Héna pensive lui dit que ce n'est pas ce qu'elle veut. Une idée frappe soudainement Héna, alors qu'elle jette un coup d'œil au livre ouvert. Elle propose joyeusement un accord. Si le prêtre, Moïse, lui enseigne ce pays, elle considérera qu'ils sont quittes, le laissant stupéfait avant qu'il n'accepte joyeusement. Moïse commence sa leçon s'asseyant à côté d'Héna alors qu'elle tient le livre. Une magnifique vue du château marque le début de leur leçon d'histoire. La leçon commence par une introduction au royaume de Filigar,
l'une des nations les plus prospères du continent. Un marché animé est montré, illustrant comment un canal majeur a établi le royaume comme un centre commercial. La leçon passe au prince Gérald, premier héritier du trône, et la raison de l'invocation d'Enna, notant sa popularité et sa belle apparence. Moses explique que le prince souffre de graves problèmes de santé, et que, bien que la magie d'invocation existe dans leur monde, elle est extrêmement rare. Il clarifie que pour la plupart des blessures et maladies, ils utilisent simplement des médicaments à base d'herbes. Enna demande s'ils massent le corps quand quelqu'un est malade, mais Moïse confirme qu'ils ne le font pas. Enna a une révélation, réalisant que ce monde n'a aucun concept de massage. C'est pourquoi son simple toucher a été confondu avec un miracle de sainte. Moïse exprime son souhait que le prince accepte le traitement, tandis qu'Enna conclut qu'il n'est pas étonnant qu'il rejette le contact d'une femme inconnue. Moïse la corrige, expliquant que le refus du prince n'était pas dû au fait qu'elle venait d'un autre monde. Il révèle une vérité choquante, le prince Gérald a une profonde aversion pour les femmes, et en fait, les déteste. Enna comprend le dilemme, mais alors qu'elle s'interroge sur le transfert de son pouvoir, Moïse demande si une telle chose est possible pour une sainte. Moïse se porte volontaire pour être celui qui soignera le prince si Enna peut lui transférer son pouvoir, suggérant que cela accomplirait sa mission, et une Enna déterminée convient que cela pourrait fonctionner. Remplie d'un espoir retrouvé, Enna annonce joyeusement qu'elle va lui enseigner tout de suite. Elle commence par un simple massage des mains, expliquant que le corps a des points de pression qui agissent comme des interrupteurs de santé. En appuyant sur un point de sa main, elle explique que cela aide à réguler le stress mental et à calmer l'esprit. Une profonde rougeur se répand sur le visage de Moïse, alors qu'il ressent une sensation chaleureuse et inconnue monter en lui. Submergé par la sensation, il serre l'amulette sur sa poitrine, réalisant que cela doit être le miracle de la sainte. Il s'excuse auprès d'une Enna inquiète, admettant, le visage rougi, que la sensation était tout simplement trop agréable. Avec une rougeur persistante, Moïse la réprimande gentiment, lui demandant de s'il vous plaît essayer de ne pas perdre sa concentration la prochaine fois. Enna commence à masser le bras du prêtre troublé, alors qu'ils se tiennent ensemble dans la pièce. Elle applique une pression ferme sur un point de son bras, démontrant la technique. Ouf, Moïse halète, admettant avec une expression douloureuse mais satisfaite que ça fait mal, mais que ça fait du bien. Détournant le regard avec une rougeur embarrassée, il balbutie des excuses à une Enna inquiète. Enna soupire doucement, réalisant qu'il lui faudra un certain temps pour s'habituer à la sensation. La leçon continue, alors qu'elle donne des instructions pour trouver un point de pression au-dessus du centre de la paume gauche. Elle guide la main d'une autre personne, lui disant de viser le milieu et de presser fermement. Il est révélé qu'Enna enseigne maintenant à Caïn, agenouillé, comment effectuer le massage, tandis que Moïse les surveille. Enna interrompt ses instructions pour demander à Caïn, qui semble distrait s'il fait attention. Surpris, un Caïn rougissant confirme avec enthousiasme qu'il commence à prendre le coup. Alors qu'Enna se tient au-dessus de lui, Caïn s'assied sur le canapé, la regardant avec une expression troublée, Moïse observant à proximité. Moïse fait confiance à Caïn, qui accepte nerveusement d'essayer. Cependant, alors que Caïn lui serre la main, un gémissement de douleur s'échappe de Moïse. « Aïe !» s'écrie Moïse, tandis qu'un Caïn confus insiste que cela ne devrait pas arriver. Un Moïse irrité pousse Caïn de côté, prenant le relais, tandis que Caïn se plaint de la douleur, ce à quoi Moïse réplique sarcastiquement. Ah. Enna se tient la tête dans les mains, exaspérée par leur échec à apprendre la technique. Après de nombreuses tentatives infructueuses, leurs efforts s'avèrent vains, jusqu'à ce que l'imposante silhouette de Sir Gérald apparaisse dans l'embrasure de la porte. Enna se précipite vers le prince Gérald, surpris, le suppliant de la laisser effectuer le traitement. Il rejette froidement sa demande, laissant Enna se demander si c'est son aversion pour les femmes, frustrée que son rôle de thérapeute soit ignoré. Avec une détermination féroce, elle se dit que le genre ne devrait pas être un facteur dans le traitement. Enna lui attrape le bras, le suppliant juste un instant alors que le prince Gérald baisse les yeux avec surprise. En touchant son bras, elle est choquée par ses muscles incroyablement tendus et l'accumulation sévère de lymphe qu'elle ressent. Tandis qu'elle lui palpe le bras, elle réalise avec inquiétude qu'il tremble. Hein ? Enna lève les yeux pour voir son visage pâle et sa respiration laborieuse, réalisant que ce n'est pas de l'inconfort, mais une phobie bien réelle. Horrifiée, Enna s'incline et s'excuse abondamment tandis qu'un prince Gérald affligé promet de lui trouver un moyen de rentrer chez elle, la suppliant de rester à l'écart. Le prince Gérald se retourne et s'éloigne précipitamment de la pièce. Ailleurs,
Le prince Gérald reconnaît l'anxiété d'Héna concernant son retour chez elle et accepte sa responsabilité de l'aider. Mais toujours, des vignes épineuses symbolisent le traumatisme profond qui le retient. Un souvenir douloureux d'une femme le maîtrisant refait surface, laissant le prince d'aujourd'hui l'air sombre et hanté près d'une fenêtre. Plusieurs jours se sont écoulés depuis la fâcheuse rencontre d'Héna avec Lord Gérald. Maintenant autorisée à se promener sur le domaine sous surveillance, Héna se promène aux côtés de Moïse. Bien qu'elle regrette son monde, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour la santé du prince, et est venue sans vergogne sur les terrains d'entraînement pour prendre de ses nouvelles. Elle serre son collier avec inquiétude, réfléchissant aux événements depuis ce jour. Depuis leur confrontation, Lord Gérald s'est complètement refermé sur lui-même, son expression froide et distante. « Ah !» Ses pensées sont interrompues par la voix joyeuse du guerrier blond, Caïn. Caïn agite joyeusement la main, interpellant Lady Héna, qui se retourne pour le saluer. Il l'approche avec un sourire chaleureux et amical. Il se penche, demandant à la sainte ce qu'elle pense de l'état de son Altesse. Héna révèle qu'après des jours d'observation, elle pense que le prince se surmène gravement. Elle explique qu'il travaille et s'entraîne du matin jusqu'à tard le soir, se poussant sans relâche sans aucun repos. Caïn chuchote discrètement à Moïse qu'il est d'accord avec son évaluation, ce qu'Héna confirme. Soudain, le prince Gérald interpelle Caïn, le surprenant et l'invitant à s'entraîner s'il a le temps. Le prince Gérald ordonne sévèrement à Caïn de le suivre, entraînant le guerrier réticent pour l'entraînement. Moïse les regarde partir, un air de profonde inquiétude sur le visage alors qu'il marmonne. « Non !» Héna remarque le mauvais teint du prince alors qu'il part et serre le poing, jurant qu'elle ne peut ignorer un corps si raide. Se souvenant à quel point la mort par surmenage était courante dans son monde, elle craint pour Lord Gérald et décide qu'elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle demande à Moïse pourquoi le prince est si occupé, et il explique la pression politique croissante et les devoirs incessants. Héna médite qu'elle ne peut pas aider avec la politique, mais ses pensées sont interrompues quand un jeune garçon crie « Hé !» de derrière un arbre. Un mignon garçon aux cheveux blonds s'avance, lui demandant qui elle est, et Héna est immédiatement charmée par son apparence adorable. Héna se présente au garçon blond, qui lui touche délicatement la joue et dit s'appeler Luca. Troublée par son contact, Héna, rougissante, écoute Luca lui demander si son apparence est différente de la leur. Tandis qu'Héna explique qu'elle vient d'un autre pays, Moïse arrive et demande au prince Luca ce qu'il fait là. Soudain, Luca enlace Héna, choquée, qui s'inquiète intérieurement de savoir si elle aura des ennuis pour avoir étreint un prince. Un homme sévère aux cheveux noirs interrompt, interpellant Luca et lui ordonnant d'arrêter de jouer pour étudier, lui rappelant que même le 5e prince ne peut pas se relâcher. Avec une expression douloureuse, un Luca abattu répond doucement « Oui, monsieur ». Luca se retourne et s'éloigne, abattu, tandis qu'une Héna inquiète le regarde partir. Héna s'écrie « Prince Luca ?» alors que le garçon trébuche soudainement, l'air malade. Elle se précipite pour soutenir le prince pâle, lui disant qu'il doit se reposer immédiatement, tandis que l'homme aux cheveux noirs observe. Serrant le poing, l'homme avertit froidement Héna de ne pas le gâter. Il explique que Luca prend du retard dans ses devoirs et qu'il ne peut plus l'ignorer. L'homme déclare que Luca n'aura aucun repos tant qu'il n'aura pas tout terminé. Héna le supplie d'attendre, insistant sur le fait que la baisse de performance de Luca est due au surmenage, mais l'homme la rejette comme une étrangère. L'homme dit à Héna qu'elle ne sait rien, mais elle prépare un contre-argument respectueux. Dans un mouvement décisif, Héna soulève le prince Luca malade dans ses bras. Elle s'assied avec Luca sur ses genoux, défiant l'homme à l'air sévère. Une carte de présentation de personnage identifie l'homme aux cheveux blancs comme Moïse, le clerc. Une image d'accroche avec plusieurs silhouettes annonce « bientôt disponible ». Retournant à l'impasse, Héna déclare que Lord Luca est en danger si cela continue. L'homme aux cheveux noirs et Héna se regardent dans une confrontation tendue et silencieuse. L'homme cède finalement, se détourne et lui dit de faire comme elle veut car il est occupé. Héna tient le jeune prince doucement dans ses bras. La scène se déplace vers l'homme, le prince Gérald, travaillant assidûment à son bureau dans un bureau opulent. Il réfléchit à son emploi du temps incessant, rempli de réunions militaires et de révisions légales. Ses pensées se tournent vers son père, le roi, qui a été submergé par les affaires intérieures depuis une épidémie il y a 2 ans. Il se souvient comment ses autres frères ont abandonné leurs devoirs royaux, augmentant la pression sur lui au milieu des tensions croissantes avec le Nord. Le prince Gérald passe une main dans ses cheveux, accablé par l'immense responsabilité qui pèse sur ses épaules. Il se souvient avoir mobilisé tous les tuteurs du château pour l'éducation de Luca.
Seul dans son bureau, il se demande ce qu'il devrait faire. Dans la chambre de Luca, Enna et Moïse sont présents tandis que le prince dit à Enna qu'il se sent déjà mieux. Luca se demande avec nostalgie s'il ne deviendra pas comme son grand frère s'il arrête d'étudier. Il admet avoir eu peur de la sévérité de Lord Gerald, mais il veut être respecté tout comme lui, faisant réaliser à Enna sa profonde admiration. Le visage de Luca s'illumine alors qu'il décrit son frère comme fort et cool, insistant sur le fait qu'il est en réalité très gentil. Il explique qu'il étudie les lois du pays, apprend à monter à cheval et s'entraîne avec une épée pour être exactement comme lui. Il ajoute que, bien qu'il ne puisse pas encore utiliser une vraie épée, il manie avec diligence celle en bois que son grand frère lui a fabriquée. Enna s'assied tranquillement, pensant qu'il n'est pas étonnant qu'il se soit effondré après avoir travaillé si dur du matin au soir. Luca déclare fièrement que son grand frère lui a appris qu'il est du devoir de la famille royale de travailler plus dur que quiconque pour soutenir le peuple. Donc Stein, son bref moment de joie s'estompe alors qu'il regarde tristement, serrant les draps. Enna observe avec une profonde sympathie, comprenant l'immense pression que Luca a cachée. Prenant sa main, Enna lui parle d'un dicton de son monde lié à la magie médicale. Elle lui offre un sourire chaleureux et réconfortant. Enna dit sagement au prince surpris que faire plus n'est pas toujours mieux. Luca remarque à quel point ses mains sont chaudes, et Enna explique qu'elle a toujours eu une température corporelle élevée qui aide pour les massages. Elle lui offre un autre sourire bienveillant et complice. Tandis qu'elle lui masse les épaules, Enna pense à la raideur de son dos et réalise qu'il devait souffrir. Elle décide de soulager sa douleur par un massage. Luca ferme les yeux, une expression de béatitude et de relaxation se répandant sur son visage. S'appuyant contre elle, il murmure que son toucher est si chaud et agréable que cela ressemble à de la magie. Après une semaine de routine saine, un prince Luca vibrant est vu courant joyeusement dans le jardin. Luca court avec enthousiasme vers son grand frère, le prince Gérald, lui montrant fièrement un morceau de papier. Un rapport révèle que les notes du prince Luca se sont considérablement améliorées. Le prince Gérald présente fièrement le rapport élogieux à un prince Luca impatient. Dans la cour d'entraînement, Gérald s'entraîne avec Luca, tandis qu'une Enna distante réfléchit à ses progrès. Moïse les observe s'entraîner et demande à Enna si Luca utilise l'épée en bois que le prince Gérald a fabriquée pour lui. Enna explique que Gérald a fabriqué l'épée lui-même, car une vraie était trop dangereuse, et elle se dit à quel point il est habile. En repensant à l'amélioration rapide et à l'apparence plus saine de Luca, Enna trouve le changement presque incroyable. Un moment de calme se concentre sur Enna, qui joint les mains, satisfaite des progrès du prince. Le prince Gérald met fin à leur entraînement pour la journée, à la grande surprise de Luca. Luca lève les yeux vers son frère, s'excusant pour son comportement passé et jurant de travailler plus dur pour être comme lui. Les larmes aux yeux, Luca supplie en pleurs son frère aîné de ne pas l'abandonner. Submergé par l'émotion, le prince Gérald s'agenouille et serre son petit frère dans ses bras, s'excusant et admettant qu'il le poussait trop fort. Serrant Luca contre lui, il lui dit qu'il peut trouver sa propre voie et s'excuse d'avoir essayé de lui imposer la sienne. Les deux frères partagent un câlin tendre et sincère, se réconciliant enfin. Toujours en serrant Luca, le prince Gérald se tourne vers Enna, la remerciant d'avoir guéri son frère et s'excusant pour son propre comportement impoli. Une Enna rougissante accepte ses excuses avec un sourire chaleureux et sincère. Luca dit adorablement à son grand frère de ne pas trop se pousser non plus. Le prince Gérald sourit doucement, ébouriffe les cheveux de Luca et le rassure en lui disant qu'il ira bien parce qu'il est adulte. Enna est en désaccord silencieusement, pensant que Lord Gérald n'est pas autorisé à se surmener. Avec une résolution retrouvée, Enna se prépare à dire ce qu'elle pense. Elle s'adresse au prince Gérald, déclarant qu'elle a quelque chose à discuter avec Sa Majesté. Ailleurs dans le palais, une femme noble aux cheveux blonds et vêtue d'une robe rose marche dans un couloir. La femme noble blonde aperçoit Enna avec les princes de loin, se demandant avec colère qui elle est, et jugeant sa proximité avec Gérald impardonnable. Croisant les bras, elle lance un regard de jalousie féroce, entouré de roses et d'épines symboliques. Elle continue d'observer l'interaction, dévorée par la curiosité concernant la femme inconnue. Sa colère s'intensifie alors qu'elle pense à la façon dont une étrangère ose s'approcher autant du prince Gérald. Se détournant avec une grimace, elle décide de découvrir exactement qui est Enna. La femme noble blonde aperçoit Quin dans le couloir, réalisant que c'est l'occasion parfaite d'obtenir des informations. Elle salue joyeusement Quin par son nom. Un Quin surpris salue Daméry, qui explique qu'elle vient de voir le prince Gérald avec une femme inconnue.
Alors qu'elle interroge Cain sur la femme à la robe blanche, sa réponse est interrompue par un souvenir soudain de l'avertissement de Moïse. Dans le flashback, Moïse attrape Cain par le col, le prévenant sévèrement de ne pas parler négligemment de Daména, car la nouvelle de la sainte causerait le chaos. De retour au présent, Cain fait une pause, considérant attentivement sa réponse. Daméri attend patiemment, croyant qu'il n'agirait pas imprudemment avec des informations sensibles. Cain se penche, lui demandant de garder confidentiel ce qu'il est sur le point de dire. Daméri est choqué d'apprendre qu'Héna est la sainte, concluant immédiatement qu'elle doit être quelqu'un de spécial pour le prince Gérald. Avec une sombre détermination, elle décide de faire avancer les pourparlers de mariage par son père, jurant de ne pas laisser une femme quelconque voler le prince. Pendant ce temps, Héna dit directement au prince Gérald qu'il ne doit pas se surmener. Elle fait ensuite une demande pour consulter sa majesté concernant une sortie shopping en ville-château. Le prince Gérald lui propose de lui faire apporter directement tout ce dont elle a besoin. Héna insiste poliment sur le fait qu'elle doit voir les matériaux elle-même pour déterminer si elle peut fabriquer l'objet qu'elle a en tête. Réalisant que c'est quelque chose d'unique, Gérald écoute Héna annoncer avec enthousiasme son plan de créer un outil de guérison. Moïse les observe, répétant pensivement les mots « un outil de guérison » dans son esprit. Plus tard, Héna et Moïse travaillent d'arrache-pied dans un bureau, recherchant et planifiant. Vêtus de cape, Héna et Moïse visitent un marché pour acheter du bois et d'autres fournitures à un marchand. Moïse examine un outil en bois sculpté dans son bureau, se demandant avec scepticisme si un simple bâton peut réellement être un instrument de guérison. Tenant l'outil en bois, Moïse présente son travail, qu'il a réalisé selon le design de Dame Héna. Héna inspecte l'outil et demande à Moïse s'il pourrait arrondir la pointe un peu plus. Alors qu'Héna lui sourit, un Moïse rougissant la regarde avec une admiration silencieuse. Héna déclare passionnément son engagement à guérir le prince Gérald dès que possible, inspirant Moïse. Se sentant honteux d'avoir jamais douté de sa sincérité, un Moïse rougissant dit à Héna de lui demander tout ce qu'elle veut. Tenant l'outil en bois, un Moses dévoué dit à Lady Héna qu'il fera tout son possible pour exaucer son souhait. Plus tard ce soir-là, Moses suggère à Héna qu'il devrait arrêter de travailler pour la journée. Héna remercie Moses pour son aide et lui propose de lui faire un massage, expliquant que c'est tout ce qu'elle sait faire. Un Moses rougissant accepte avec empressement son aimable offre. Tandis qu'Héna lui masse le dos, Moses est allongé sur le lit avec une expression béate et troublée. Submergé par la sensation, Moses rougit abondamment. Dans son esprit, Moses a l'impression d'ascendre vers une lumière céleste. Il enfouit son visage dans un oreiller, incapable de contenir sa réaction troublée. Le regardant, Héna pense que, bien qu'elle soit contente qu'il apprécie les massages, ses réactions intenses la rendent toujours nerveuse. La scène se déplace vers une salle de réunion où il est rapporté que la capitale royale se stabilise. Le scribe en chef Garland rapporte que la région faisant face aux tribus du Nord a vu ses champs de coton détruits. Un prince Gérald troublé considère que les tribus du Nord ont des connexions étrangères, ce qui le pousse à vouloir éviter un conflit à grande échelle. Estampillant un document, le prince Gérald décide d'augmenter le financement de la défense pour gagner du temps pour les négociations, ce qui lui vaut les remerciements de Garland. Garland demande ensuite au prince Gérald s'il a envisagé les fiançailles avec sa fille, Héry. Le prince Gérald se lève brusquement, déclarant qu'il décidera de son avenir une fois la situation du Nord résolue. Il clôt la réunion pour la journée et s'en va, laissant derrière lui un Garland observateur. Les lourdes portes de la salle de réunion se ferment derrière lui. Seul, Garland se prend la tête de frustration, réalisant qu'Héry avait raison concernant l'intérêt du prince pour la sainte, et craignant que ses propres ambitions ne soient en péril. Décidant qu'il a une meilleure idée, un Garland déterminé fait sonner une petite cloche sur son bureau. Ayant convoqué 2 hommes, Garland leur ordonne de répandre des rumeurs sur la sainte dans les villes du Nord, s'assurant que les tribus les entendent. La scène se déplace vers une ville marchande animée avec une église proéminente. Une femme dit à une figure encapuchonnée qu'elle a entendu dire que la sainte est descendue dans la capitale royale. Un homme voisin ajoute au potin, affirmant que la sainte peut guérir n'importe quelle blessure, tout comme une légende. Un homme capuchonné aux cheveux roux entend avec intérêt parler d'une légendaire sainte guérisseuse. La boulangère demande à l'homme aux cheveux roux ce qu'est une sainte, et il lui demande astucieusement si elle est curieuse. Une image divine d'une femme sereine aux cheveux blancs et à la couronne de fleurs apparaît, représentant la légendaire sainte. Son expression se durcissant, l'homme aux cheveux roux décide qu'ils doivent ramener la sainte à leur village. Il abaisse sa capuche, concentré sur son objectif, la sainte guérisseuse. La décision prise, l'homme aux cheveux roux marche résolument à travers le marché bondé.
De retour au palais, Cain s'émerveille devant la collection d'outils de guérison en bois étalés sur une table. Cain examine joyeusement l'un des instruments lisses et sculptés. Il dit à Héna, s'excusant, qu'il n'est pas très habile de ses mains et n'a pas pu aider à fabriquer les outils. Regardant de l'outil à Héna, Cain demande s'il y a plus de travail à faire. Héna sourit d'un air entendu, disant à Sir Cain qu'elle lui confie une mission des plus importantes. Suivant les instructions d'Héna, Cain se prépare nerveusement à utiliser un bâton d'acupression sur son propre pied. Il presse avec soin la pointe de l'outil en bois dans la plante de son pied. Quand Héna lui demande s'il ressent de la douleur, Cain répond qu'il ne sent absolument rien. Héna suggère qu'il essaye de presser un peu plus fort, sous le regard de Moses. Cain presse plus fort et recule immédiatement dans l'agonie, poussant un cri comme s'il avait été électrocuté. Grimaçant de douleur, Cain crie que ça fait mal, tandis qu'une Héna inquiète réalise qu'elle l'a fait presser trop fort. Héna applique maintenant doucement l'outil sur son pied elle-même, faisant soupirer doucement Cain de soulagement. Se penchant en arrière dans une pure béatitude, un Cain rougissant murmure qu'elle a trouvé l'endroit parfait. Moses observe avec une expression stoïque, tandis que Cain se détend sous le traitement d'Héna. Un Cain troublé admet qu'il ne pense pas pouvoir jamais le faire ressentir aussi bien lui-même. Il se penche en avant, attirant l'attention de Moses tandis qu'il continue de parler. Cain réfléchit que, s'il ne peut pas bien utiliser l'outil, peut-être que le prince Gérald pourrait le maîtriser. Héna décide d'améliorer l'outil et envisage de préparer une huile parfumée pour faciliter le glissement et soulager la tension. L'entendant mentionner l'huile, un Cain excité déclare qu'il connaît l'endroit parfait pour en trouver. Une calèche arrive dans un village pittoresque où une Héna et Cain capuchonnés débarquent. Cain gesticule fièrement, présentant à Héna un lieu appelé le Bangara. À l'intérieur d'une boutique, Héna, encapuchonnée, explique que la région est réputée pour son coton, ses herbes et ses huiles, notant avec ravissement l'arôme incroyable de la ville. Au marché de la ville, Cain leur suggère de jeter un coup d'œil pour voir ce qu'ils peuvent trouver, et une Héna joyeuse accepte volontiers. Cain jette un coup d'œil par-dessus son épaule à Héna, tandis qu'ils marchent ensemble dans la rue bondée du marché. Lady Eri fait une apparition remarquée sur le marché, flanquée de 2 serviteurs, l'un tenant une ombrelle et l'autre portant des cadeaux. Un sourire complice éclaire les lèvres d'Eri lorsqu'elle aperçoit un visage familier, s'exclamant qu'elle savait que c'était Cain. Eri s'approche du duo, déclarant qu'elle a reconnu la posture de Cain, et demande ce qui l'amène si loin au nord. Un Cain sur ses gardes répond qu'ils font juste des courses. Son attention se tournant vers sa compagne, Eri identifie correctement Héna comme la sainte. Héna est frappée de stupeur, complètement déconcertée de savoir comment cette étrangère la connaît. Eri se présente gracieusement comme la fille du grand scribe Garland, saluant formellement la sainte. Héna se présente poliment comme Enaminamide et demande nerveusement comment Lady Eri connaissait son identité. Avec un sourire coquet et une main sur les lèvres, Eri écarte la question, assurant à Héna qu'il n'y a rien à craindre. Eri demande ce qu'il cherche dans la ville du Nord, et Héna explique qu'il recherche de l'huile parfumée. Déclarant que leur timing est parfait, Eri les invite à la maison de commerce de sa famille qui stocke des herbes rares. Une Héna ravie accepte l'apostrophe invitation avec empressement. Eri se retourne et ordonne à son serviteur de dire au gérant de la maison de commerce de préparer un accueil approprié. Avec un sourire charmant, Lady Eri propose de leur montrer le chemin personnellement. Alors qu'elle les conduit, la façade agréable d'Eri cache une sinistre résolution de se débarrasser de l'horreur Héna, croyant qu'elle est la seule à pouvoir être proche du prince Gérald. Arrivés à un grand domaine, un homme à moustache les accueille, déclarant qu'ils étaient attendus. Lady Eri dit à l'homme qu'elle lui laissera le reste, et il confirme qu'il a compris ses ordres. Eri offre à Héna un sourire agréable, espérant qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, et Héna la remercie avec gratitude pour sa gentillesse. Le gérant de la maison de commerce tient la porte ouverte, invitant Héna et Caïn à entrer. Son rôle dans le plan terminé, Lady Eri et son serviteur s'éloignent de la maison de commerce. Le gérant les conduit en bas, expliquant que les herbes et les huiles sont stockées au sous-sol pour empêcher leurs fortes odeurs de se mélanger. Dans la cave faiblement éclairée, les senteurs puissantes les submergent et un Cain inquiet vérifie Héna qui se couvre la bouche. Cain se couvre le visage, s'inquiétant qu'il sera en difficulté si son odorat est compromis. Héna est d'accord, trouvant impossible de distinguer une herbe d'une autre avec tous les parfums mélangés. Alors que le gérant parle, il est soudainement attrapé par derrière, incitant Cain à passer à l'action, saisissant l'assaillant et lui ordonnant de ne pas bouger. D'un mouvement puissant, Cain projette l'attaquant au sol. Cain se tient prêt, mais sa victoire est de courte durée à cause du cri d'Héna. Il se retourne pour voir qu'elle a été capturée par un autre homme encapuchonné. Maintenant entouré de figures encapuchonnées,
Caïn est dans une impasse, exigeant qu'il libère Héna, tandis qu'ils exigent qu'il libère leurs camarades. UGH. Un assaillant plante une seringue dans le flanc de Caïn, et il crie de douleur avant de s'effondrer à genoux. Alors que son ravisseur la retient fermement, une Héna terrifiée hurle le nom de sœur Caïn avec horreur. L'homme roux apparaît, disant calmement à Héna de ne pas s'inquiéter, car Caïn ne fera que dormir. Il ordonne ensuite à ses hommes d'endormir également le gérant. L'homme roux s'approche d'Héna, qui demande nerveusement ce qu'il fait. Il soulève rapidement Héna dans ses bras, la regarde et confirme. Alors, vous êtes la sainte. La serrant contre lui, l'homme roux décide qu'il devrait retourner à leur village avant d'être vu. Retenue impuissante par l'étranger, une Héna effrayée se demande désespérément où il l'emmène. La scène se déplace vers un majestueux château, baignant dans la lumière chaude d'un soleil couchant. Le prince Gérald se tient seul devant une grande paire de doubles portes ornées. Serrant un panier de fruits, un prince Gérald rougissant et nerveux se prépare à voir quelqu'un. Il lève sa main gantée avec hésitation et frappe à la porte. La porte s'ouvre pour révéler Moïse, que le prince salue avant de demander immédiatement si la sainte est revenue. Moïse rapporte qu'elle n'est pas revenue, ce qui incite un prince Gérald déçu à dire qu'il reviendra plus tard, tenant toujours le panier cadeau. Voyant son inquiétude, Moïse sourit gentiment, devinant correctement que le prince est inquiet pour la sainte et l'invitant à entrer pour attendre. Le prince Gérald entre dans la pièce avec son panier, tandis que Moïse se tient près de la porte ouverte. Il pose le panier de fruits sur un bureau jonché de papier et de croquis de design. Ramassant un dessin, le prince Gérald se demande ce que dit l'écriture illisible sur la page. Moïse explique que c'est le plan de conception de l'outil de guérison, révélant que la sainte a veillé nuit après nuit pour travailler dessus pour lui. Le prince Gérald est profondément ému, se couvrant la bouche en réalisant qu'elle a travaillé si dur pour lui. Tandis que Moïse observe avec une légère rougeur, le prince est submergé par l'émotion et s'élance soudainement hors de la pièce. Un Caïn frénétique et blessé fait irruption par les portes, criant le nom du prince Gérald et proclamant que quelque chose de terrible est arrivé. Après la terrible nouvelle de Caïn, le prince Gérald et Moïse restent figés dans un silence stupéfait, tandis que les mots résonnent. La sainte a été enlevée. Loin de là, l'homme aux cheveux roux porte une Héna inconsciente à travers une forêt dense, suivie de ses camarades capuchonnés. Maintenant réveillée, Héna supplie son ravisseur roux de la laisser descendre, mais il rit, disant qu'elle ne s'échapperait jamais seule, et qu'ils atteindront le village bientôt. Une Héna effrayée demande où il l'emmène. Pendant leur trajet, Héna regarde par-dessus l'épaule de son ravisseur avec une expression inquiète. L'homme aux cheveux roux mentionne la tribu du Nord, et Héna se souvient des mots de Moïse selon lesquels ils étaient le plus grand problème du prince Gérald, ses yeux s'écarquillant de compréhension. Héna refuse de coopérer avec des personnes qui impliquent des innocents, mais son ravisseur la prévient qu'ils ne la laisseront pas partir tant qu'elle ne le fera pas. Regardant vers l'horizon, l'homme aux cheveux roux aperçoit leur destination et dit qu'il peut la voir maintenant. Un vaste village de yourtes apparaît dans la lumière dorée du coucher de soleil, alors qu'il annonce leur arrivée. 3 jeunes filles souriantes du village leur font signe alors qu'ils approchent. L'homme aux cheveux roux annonce son retour et les enfants du village demandent curieusement si la femme qu'il porte est sa fiancée. Il le nie rapidement et leur dit de rentrer. Il continue de porter Héna à travers le village lui disant qu'ils iront par là. Un groupe de guerriers les confronte, l'un demandant au seigneur Zayn s'il a vraiment amené la sainte, tandis qu'un autre avertit que cela pourrait être un piège de la capitale. Zayn rassure ses hommes, promettant de garder personnellement un œil sur Héna, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter. Un guerrier méfiant déclare qu'il ne sera pas amical tant qu'elle ne se sera pas prouvée, avertissant qu'elle sera traitée en conséquence si elle représente une menace pour le village. Zayn demande froidement à Héna ce qu'elle va faire. Elle déclare courageusement qu'elle ne laissera pas mourir quelqu'un dans le besoin, ce qui lui vaut un sourire impressionné de sa part. À la stupeur d'Héna, le guerrier qui l'avait défié s'agenouille soudainement, tandis que les autres crient chef. Maintenant agenouillé, le chef Zayn s'incline formellement, promettant de ramener Héna en toute sécurité une fois qu'elle les aura aidés et admettant qu'ils ont désespérément besoin de son pouvoir. Zayn lève les yeux avec des yeux sincères, suppliant Héna de leur prêter sa force. Émue par son plaidoyer désespéré, Héna accepte tranquillement d'aider. À l'intérieur d'une yourte, Héna commence à masser le dos de Zayn, torse nu sous le regard de ses hommes, lui demandant de lui dire si cela lui fait mal. Trouvant ses muscles incroyablement raides, Héna souhaite quelque chose pour rendre le traitement plus doux et demande si quelqu'un a de l'huile parfumée. Un homme apporte une bouteille d'huile,
qu'Ena accepte avec gratitude et verse sur le dos de Zayn, appréciant son agréable parfum. Pendant qu'elle travaille, Ena trouve son dos toujours extrêmement tendu et se demande s'il souffre de la même tension que le prince Gérald. Ena touche un point critique dans son dos, faisant haleter Zayn en réponse. Submergé par une sensation de pur plaisir, Zayn cambre son dos dans un soulagement béat. Son visage est un masque d'extase hébété dû au puissant traitement. Les guerriers qui observent sont stupéfaits et s'envoient devant le teint rosé et la réaction intense de leur chef. Maintenant complètement convaincus de son pouvoir, tous les guerriers s'inclinent profondément, suppliant la sainte de pardonner leur impolitesse précédente. Ena, surprise, observe, réalisant qu'elle a finalement été acceptée comme la sainte. Zayn se redresse, passant une main dans ses cheveux en confirmant que tout le monde a maintenant reconnu son pouvoir. L'un des hommes s'excuse d'avoir douté du chef Zayn, qui admet avoir agi de manière irréfléchie mais ne pouvait supporter de voir l'esprit de son frère s'éteindre. Les autres hommes observent avec des expressions sombres et compréhensives, murmurant le nom de leur chef. Zayn s'agenouille devant Ena, reconnaissant sa réputation de guérir tous ceux qui souffrent. Lui et tous les autres hommes la supplient de guérir son jeune frère, révélant la véritable raison de son enlèvement. Con una nueva determinación, Ena espera poder hacer algo para ayudarlos. Zayn incline la tête jusqu'au sol, la suppliant désespérément de guérir son petit frère. Submergée par leur démonstration, Ena demande aux hommes de bien vouloir relever la tête. Bien qu'encore incertaine de pouvoir réellement aider, Ena accepte de voir son frère. Zayn élève les yeux avec une immense gratitude, remerciant la sainte pour sa compassion. « D'accord, allons-y », déclare Zayn, saisissant de nouveau une Ena effrayée dans ses bras. « Ouah !» Serrée contre sa poitrine, une Ena rougissante lui demande de la laisser marcher seule, s'il vous plaît. De retour au palais, Caïn raconte les événements au prince Gérald et à Moïse, expliquant leur voyage à Bangara pour acheter des huiles parfumées. Caïn poursuit, décrivant comment ils ont rencontré Lady Eri, qui les a conduits à une maison de commerce où ils ont été pris en embuscade. Il se souvient avoir été drogué pendant qu'Ena était enlevée. Le prince Gérald note que les assaillants devaient être habiles, et Caïn acquiesce, soupçonnant la tribu du Nord, en raison de leur mouvement distinctif. Le prince Gérald et Moïse méditent sur le motif, se demandant pourquoi la tribu du Nord enlèverait spécifiquement la sainte. Le prince trouve la situation trop commode, soulignant que très peu de gens connaissaient son identité et se demandant comment les tribus du Nord auraient pu le découvrir. Moïse interroge Caïn sur les personnes à qui il a parlé, et un Caïn embarrassé admet n'avoir parlé qu'à Lady Eri. Caïn rejette l'idée, déclarant qu'Eri est comme de la famille, mais Moïse soupire et se couvre le visage de frustration. Une sombre réalisation s'impose à Moïse, alors qu'il fait le lien. L'attaque a eu lieu dans la même maison de commerce où Eri les avait conduits. Le prince Gérald conclut qu'Eri n'a probablement pas agi seul, suspectant son père, le secrétaire en chef Garland, d'être impliqué, ce qui laisse Caïn totalement choqué. Devant une yourte, Zayn explique à Ena que son frère, Hugues, est l'un des chasseurs les plus habiles de la tribu. Zayn révèle que malgré la guérison physique de sa grave blessure, Hugues s'est complètement retiré. Ena semble préoccupée, se demandant pourquoi. Entrant dans la yourte, Zayn interpelle Hugues, annonçant qu'il a amené la sainte pour le guérir. Tandis que Zayn explique que la sainte est venue pour sauver les souffrants, un Hugues encapuchonné se moque depuis son lit, croyant que de telles personnes n'existent pas réellement. Hugues se détourne avec colère, leur criant de le laisser seul. Zayn insiste que son pouvoir est réel, exhortant son frère à se rétablir afin qu'ils puissent chasser ensemble à nouveau. Entendant cela, Hugues met la sainte au défi de le prouver et de le sauver. Recroquevillé de désespoir, Hugues leur hurle de le tuer plutôt. Surpris par son appel désespéré, Zayn et Ena sont choqués. Zayn se précipite aux côtés de son frère lui disant de se calmer. Ena observe depuis l'embrasure de la porte avec une expression inquiète, tandis que Zayn tente de consoler son frère. Zayn embrasse son frère anéanti, mais Hugues chuchote en larmes qu'il ne s'en soucie plus. Alors qu'Hugues exprime son souhait de mourir et d'être libre, les yeux d'Ena s'écarquillent en signe de reconnaissance solennelle. Ena pense en elle-même qu'elle connaît trop bien ce regard de désespoir sur son visage. Elle se souvient avoir vu le même visage de désespoir absolu dans son propre reflet, reliant son traumatisme passé à sa souffrance actuelle. Zayn dit doucement à son frère qu'il en a assez dit. Ena s'avance soudainement, attrapant le bras de Zayn. « Ouah !» Elle dit sévèrement à Hugues de ne pas parler de mourir et insiste sur le fait qu'elle est sérieuse. Surpris par son intervention, Hugues lève les yeux vers elle, grimaçant « Aïe !» tandis qu'Ena prononce son nom.
Hugues craque, se demandant pourquoi il ne devrait pas vouloir mourir alors qu'il se sent comme un fardeau inutile qui ne peut plus contribuer par la chasse. Sa mémoire se brise comme du verre, alors qu'il se remémore le jour où sa vie a changé pour toujours. Dans un flashback, il se souvient du moment où il est tombé d'une falaise lors d'une chasse. Il explique que depuis, il est incapable de bouger correctement, ni même de tirer à l'arc. Enna comprend immédiatement, diagnostiquant son état comme des spasmes musculaires et une raideur due à la blessure. Accablé de chagrin, Hugues pleure qu'il ne supporte plus d'être un fardeau, et veut juste mourir. Une bulle de pensée sombre fait écho à sa conclusion désespérée qu'il vaudrait mieux mourir et en finir. Agenouillé à ses côtés, Zayn note tristement que son frère n'a même pas mangé correctement. Avec un regard de profonde empathie, Enna supplie Hugues de ne pas dire de telles choses. Elle lui offre une lueur d'espoir, promettant que, même si ce ne sera pas une solution instantanée, elle pourrait être en mesure d'aider. Hugues la défie avec colère de ne pas faire de promesses en l'air. Mais Enna répond avec un sourire confiant qu'elle est sérieuse. Zayn et Hugues observent en silence, tandis que Zayn confirme que ce qu'elle dit est vrai. Enna explique que ses muscles se sont probablement bloqués, mais elle le rassure qu'avec des soins doux et du temps, il peut définitivement récupérer. Se souvenant de sa vie passée en tant que physiothérapeute, elle réalise qu'elle peut appliquer ses connaissances pour l'aider. Elle s'agenouille devant lui et lui demande doucement s'il veut vraiment abandonner l'idée de retrouver son corps. Une lueur d'espoir apparaît dans les yeux d'Hugues alors qu'il la regarde. Enna se penche plus près, se préparant à commencer son traitement. Alors qu'Hugues demande nerveusement si elle va le toucher, Zayn le rassure, disant que son propre traitement était incroyable. Faisant confiance à la parole de son frère, Hugues accepte à contre-cœur de la laisser faire. Enna lui offre un sourire bienveillant et le remercie de sa confiance. Elle lui prend doucement le bras, lui disant de parler s'il ressentait de la douleur, et il accepte nerveusement. Alors qu'elle commence le traitement, Enna note immédiatement que ses muscles sont incroyablement tendus. L'épaule d'Hugues tremble sous son toucher délicat. Enna concentre ses mains sur le muscle tendu et tatoué de son bras supérieur. Hugues ferme les yeux, se préparant à la pression de son massage. Voyant son expression, Enna demande avec inquiétude si son traitement lui fait mal. Au lieu de la douleur, Hugues pousse un doux gémissement de pur soulagement. Alors qu'Hugues s'effondre en arrière dans un état de béatitude, Zayn le rattrape. « Wow !» Enna sourit, observant que cela a dû faire du bien. Enna explique que son état peut être traité par un massage personnel. Elle promet qu'avec un travail graduel pour assouplir les muscles, il se rétablira, lui conseillant de bien manger et de bien dormir. Zayn regarde Enna avec une expression de profonde admiration et de respect. Un gros plan met en lumière l'appréciation silencieuse de Zayn pour l'espoir qu'Enna donne à son frère. Ravi, Zayn dit à son frère que c'est une excellente nouvelle en lui tenant la main. Bien qu'heureuse d'aider, les pensées d'Enna retournent à la capitale, s'inquiétant pour Moïse et Caïn. Au palais royal, la nuit, un serviteur aux cheveux bruns annonce que le prince Gérald attend à l'intérieur. Marchant dans le couloir avec son père, Lady Harry pense avec excitation qu'avec le départ de la Saintesse, elle sera sûrement choisie comme fiancée du prince. Le secrétaire en chef Garland salue le prince Gérald, exprimant son honneur d'avoir été convoqué avec sa fille, mais le prince les fixe avec une intensité glaciale. Harry et son père sont visiblement interloqués et intimidés par le regard glaçant du prince. Le prince Gérald va droit au but, demandant à Garland toute information sur les assaillants qui ont enlevé la Saintesse de sa compagnie commerciale. Garland rapporte que des témoins ont décrit un assaillant aux cheveux roux, correspondant au style de la tribu du Nord, et spéculent qu'ils l'ont pris en otage. Acceptant que la région du Nord soit impliquée, le prince Gérald leur remet un plan d'opération de récupération de la Saintesse, exigeant leur entière coopération et les avertissant qu'ils seront absents un certain temps. Le prince réitère l'urgence de la mission et demande formellement s'ils coopéreront. Garland les observe avec une expression calculatrice. Promettant sa loyauté totale, Garland accepte l'ordre, tout en pensant secrètement que tout se déroule exactement comme prévu. La scène se déplace vers le village tribal, où un serviteur annonce qu'une tente a été préparée pour la Saintesse. À l'intérieur de la yourte bien aménagée, Enna exprime son étonnement à Zayn, qu'il l'ait construite si rapidement. Zayn lui offre à manger, lui disant de bien manger parce qu'elle est si mince. Une Enna rougissante rétorque que c'est seulement parce qu'il est si musclé. Quand Zayn lui demande si elle a besoin d'autre chose, Enna demande nerveusement d'envoyer une lettre au château pour les rassurer sur sa sécurité. Zayn s'excuse pour le manque de papeterie mais promet d'en obtenir avec un peu de temps, ce qu'Enna accepte avec gratitude. Enna demande ensuite timidement si elle pourrait prendre un bain,
mais Zayn lui répond sans détour qu'ils n'en ont pas. Une Enna légèrement déçue esquisse un sourire forcé. Zayn propose une alternative, suggérant qu'ils aillent se laver dans une rivière, qu'ils ont croisée dans la forêt. Avant qu'elle ne puisse réagir, Zayn soulève soudainement Enna, surprise, dans ses bras. Avec un sourire confiant, Zayn explique que les loups rôdent la nuit, il ne peut donc pas laisser une invitée comme elle y allait seule. Serrée contre sa poitrine, Enna devient complètement désemparée, son visage rouge écarlate. Alors que Zayn la porte, il lui dit de ne pas être timide, tandis qu'Enna pense à quel point il est insistant. Au bord d'une belle rivière éclairée par la lune, Enna dit timidement à Zayn de ne pas regarder. Mais il répond nonchalamment qu'il a l'habitude de voir des gens dévêtus. Enna proteste qu'elle n'est pas habituée, ce qui pousse Zayn à méditer sur les vêtements modestes des habitants de la capitale, avant de décider de poser une question. Appuyée contre un arbre, Zayn demande à la synthèse de lui raconter comment elle a été invoquée exactement. Enna s'arrête dans l'eau, l'air pensif, tandis qu'elle réfléchit à sa question. Un flashback montre Enna dans sa vie antérieure en tant que physiothérapeute, entourée d'une lumière sacrée et brillante. Elle explique qu'elle s'est soudainement retrouvée dans ce monde, agenouillée dans une cathédrale devant des prêtres et des chevaliers. Zayn remarque que cela a dû être difficile, mais Enna dit qu'elle reste positive puisqu'elle comprend la langue et que tout le monde a été gentil. Reconnaissant l'avoir kidnappée, Zayn prévient qu'être trop gentil est dangereux, et lui demande si elle veut rentrer chez elle. Enna admet qu'elle le voulait au début. Elle explique qu'elle a trouvé un nouveau but ici, sentant qu'elle peut faire des choses dans ce monde qu'elle ne pouvait pas faire dans le sien. La voyant trouver la paix près de l'eau, Zayn lui demande si elle veut vraiment rester dans ce monde. Enna admet qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, mais elle sait que les gens du château sont importants pour elle. Zayn met en doute sa loyauté, mais Enna précise qu'elle a été spécifiquement invoquée pour guérir le prince Gérald, et non pour le bien du pays. Enragé par cette révélation, Zayn frappe un arbre voisin, déclarant que la promesse de sauver le peuple était un pur mensonge. Il fulmine que la capitale utilise toujours des plans astucieux pour tenter de s'emparer de leurs terres par tous les moyens nécessaires. Réalisant que Zayn a mal compris, Enna essaie de parler mais perd pied. Car elle glisse et tombe dans la rivière. Zayn crie son titre avec alarme et se précipite immédiatement, lui demandant si elle va bien alors qu'il s'apprête à l'aider. Une grande éclaboussure jaillit dans l'eau où Enna est tombée. Zayn tire rapidement Enna, haletante et trempée, de la rivière. La serrant contre lui dans l'eau, Zayn déclare que, bien qu'il ait eu l'intention de la rendre, il ne veut plus la livrer à ses gens. Enna proteste, mais Zayn la serre plus fort, promettant de lui donner tout ce qu'elle désire et d'éliminer tout son inconfort. Elle explique que ce n'est pas le problème. Elle est reconnaissante envers les gens du château parce qu'ils essaient de l'aider à retourner dans son propre monde. Zayn se moque des habitants de la capitale, les traitant de trompeurs, et lui raconte une rumeur selon laquelle le premier prince aurait piégé et exilé le second prince et sa mère. Enna, choquée, demande avec incrédulité si le prince Gérald était responsable d'un acte aussi cruel. Zayn le confirme, affirmant que le premier prince est une plaie qui harcèle les seigneurs du Nord depuis qu'il a pris en charge la diplomatie. L'esprit d'Enna se remémore un doux souvenir du prince Gérald, la regardant avec une expression douce. Un autre souvenir refait surface, celui du prince étreignant chaleureusement un jeune garçon aux cheveux blonds. Elle se souvient du prince Gérald, dirigeant une réunion avec un comportement calme et réfléchi. Enna réfléchit que, d'après ses expériences, le prince Gérald ne ressemble pas à la personne que Zayn décrit, concluant que les rumeurs peuvent être sans fondement. Un souvenir traumatique de sa vie passée refait surface, la montrant tourmentée par les sarcasmes de ses collègues, renforçant sa conviction de la destructivité des rumeurs. Refusant de rester silencieuse, Enna défend en larmes le prince Gérald comme une personne sérieuse et responsable, à l'incrédulité stoïque de Zayn. Elle serre ses mains sur sa poitrine, soulignant sa sincère conviction quant au caractère du prince. Zayn reste sceptique, marmonnant que ce qu'elle dit est impossible. Enna fait appel à la propre expérience de Zayn, lui demandant ce qu'il ressentirait si des étrangers propageaient des rumeurs étranges et fausses sur sa tribu. Zayn se tait, contemplant sa question incisive. Décidant de laisser tomber le sujet pour l'instant, Zayn enveloppe Enna, qui tremble, dans une cape, l'exhortant à revenir avant de tomber malade. En partant, Enna se demande si elle l'a touché, tandis que Zayn pense sévèrement que son opinion ne changera pas si facilement. Le lendemain, Hugh se repose confortablement dans une yourte, poussant un soupir de soulagement. Enna lui masse le dos tandis qu'il gémit de satisfaction. Elle sourit, ravie que son traitement fonctionne.
Remarquant les gardes à l'extérieur, Henna réalise qu'elle est sous surveillance et se décide à dissiper le malentendu avec Zayn. Hugues bouge, attirant son attention d'un doux « Hey !» Tirée de ses pensées, Henna, rougissante, s'excuse auprès de lui. Hugues demande ce qui ne va pas, faisant remarquer que son frère agit étrangement et se demandant s'il s'est passé quelque chose entre eux. Quand il la presse pour une réponse, Henna le rassure rapidement que ce n'est pas ça et se prépare à expliquer la situation. Après les explications d'Henna, Hugues reconnaît l'entêtement de son frère, mais semble comprendre sa position. Hugues lève les yeux avec une expression pensive, murmurant « Ce n'est pas possible ». Son expression s'illumine alors qu'il fait un pouce levé confiant à Henna, lui disant de tout lui laisser. Ailleurs, un homme nommé Edingo effectue sa première livraison avec un marchand, qui lui demande s'il est prêt. Edingo répond avec confiance qu'il s'est entraîné. Le marchand s'enquiert du grand envoi de cadeaux, se demandant qui en est le destinataire. Il spécule que, d'après les articles, les cadeaux sont probablement destinés à une jeune femme, peut-être la bien-aimée du chef. Un autre marchand espère rencontrer cette mystérieuse amante, mais on lui dit que les étrangers ne peuvent pas franchir la nouvelle porte construite. La charrette arrive à la grande porte en bois du village tribal, gardée par 2 hommes. Un marchand annonce aux gardes qu'ils sont arrivés pour livrer les marchandises commandées. Un homme de la tribu aux longs cheveux bruns les accueille chaleureusement, disant qu'ils prendront la livraison à partir de là. Le marchand présente joyeusement les marchandises aux gardes. Il remarque que la livraison est arrivée, alors que les portes commencent à s'ouvrir. Un Zayn torse nu apparaît, saluant les marchands et les remerciant pour la livraison rapide. Les marchands flattent Zayn, plaisantant qu'il a l'air plus fringant que jamais, et attribuant cela au pouvoir de l'amour, vu ses achats passionnés de cadeaux. Zayn ordonne à un marchand de préparer plus de bons articles s'il en trouve, admettant que c'est la première fois qu'il essaie de divertir une femme. Alors que Zayn s'en va, un homme aux cheveux blancs du groupe de marchands le reconnaît comme son agresseur, et réalise que la sainte est là, considérant cette confirmation comme un succès majeur. La scène se déplace vers le château royal la nuit, où le prince Gérald travaille assidûment à son bureau. Il fait une pause, frustré que des jours de recherche n'aient donné aucune trace de la sainte. Pensant à Garland et Lady Harry, il se dit qu'il ne peut plus les faire attendre au château. Le prince Gérald se lève, son expression résolue tandis qu'il réfléchit à son prochain mouvement. Un coup inattendu à la porte interrompt ses pensées. Sa main se porte instinctivement à son épée alors qu'il se dirige pour répondre à l'appel tardif. Il ouvre la porte et découvre Lady Harry en chemise de nuit, ses yeux se plissant de suspicion. Harry s'excuse pour l'heure tardive, mais insiste sur le fait qu'ils doivent parler d'urgence. Le prince se tient silencieusement dans l'embrasure de la porte, tandis qu'elle attend dans le couloir. Rouge, elle répète ses excuses et sa demande de discuter de quelque chose avec lui. Harry lève les yeux vers lui avec une expression pleine d'espoir, lui demandant s'il la laissera entrer pour parler. Intérieurement, le prince estime qu'il serait imprudent de la contrarier, puisqu'il retient de force cette mère et cette fille au château. Il tente de la renvoyer jusqu'au matin, mais elle refuse et se jette dans ses bras. S'accrochant à lui, Harry prétend avoir fait un rêve terrifiant et le supplie de rester avec elle, laissant le prince momentanément sans voix. Elle caresse son visage, confirmant sa détresse. Le regardant dans les yeux, elle révèle qu'elle a rêvé de le perdre. Elle le supplie de rester avec elle jusqu'au matin pour apaiser son esprit. Se penchant, les yeux fermés, Harry anticipe un baiser. Exaspéré, le prince Gérald la repousse avec force, criant « Assez de ça !» Le prince Gérald réprimande sévèrement Harry, lui disant qu'une dame sur le point de se marier ne devrait pas agir de la sorte et de ne jamais recommencer. Un bruissement de tissu se fait entendre alors qu'une Harry abattue se tourne pour partir, s'excusant pour l'heure tardive et lui souhaitant bonne nuit. Le prince Gérald la regarde partir avec une expression froide et inébranlable. Clac clac. Harry s'éloigne en trombe dans le couloir, son esprit hurlant « Incroyable !» Son visage se tord de rage, tandis qu'elle pense à quel point elle est adorable et enchanteresse. Elle s'indigne intérieurement qu'il ose la rejeter, elle, une femme parfaite en tout point. Sa jalousie grandit en pensant qu'il garde plutôt à ses côtés une femme d'origine inconnue. Se tenant le visage dans son délire, elle décide que le prince Gérald a dû être endoctriné par cette femme. Une vision sinistre se forme dans son esprit, tandis qu'elle conclut qu'Henna n'est pas une sainte, mais un démon venu détruire le royaume. Seul dans le couloir, Harry jure de faire voir au prince Gérald la vérité sur le démon Henna, décidant d'ajouter aux rumeurs que son père avait déjà lancées. Avec un dessein renouvelé et malveillant, Harry arpente résolument le couloir du château.
La scène se déplace vers une journée ensoleillée, où Hugh décoche habilement une flèche, atteignant la cible en plein centre sous le regard d'Enna. Hugh se tient avec assurance, son arc à la main, satisfait de son tir parfait. Enna sourit, impressionnée par la trajectoire droite de sa flèche. Hugh minimise avec un haussement d'épaule décontracté, affirmant que ce n'est rien d'exceptionnel, puisque son bras n'est pas encore complètement rétabli. Il rassure une Enna souriante en lui disant qu'il se sent presque guéri et qu'il pourra bientôt repartir à la chasse pour tout le monde. Il décide de bien manger, de s'entraîner et de développer ses muscles. Alors qu'il prépare un autre tir, Enna lui conseille de ne pas en faire trop et il accepte nonchalamment. Il se tourne vers elle avec un sourire charmant, promettant de l'escorter en toute sécurité hors de la forêt une fois qu'il sera complètement rétabli. Une Enna rougissante le remercie mais insiste sur le fait qu'il doit être prudent pendant cette étape cruciale de récupération, bien qu'il écarte ses inquiétudes avec humour. Hugh se concentre intensément en tendant son arc, visant la cible. Enna le regarde s'exercer, un sourire doux et content sur le visage. Zayn apparaît soudainement derrière eux, observant que Hugh semble bien se porter. Hugh explique qu'il teste juste ses mouvements et confirme qu'il peut se joindre à la chasse tant qu'il est prudent. Zayn prend sa propre position au stand de tir à l'arc, se préparant à s'exercer. Il se tourne, appelant Enna par son nom pour attirer son attention. Avec une expression douce, Zayn la remercie sincèrement de continuer à soigner son frère. Enna sourit chaleureusement, répondant qu'ayant les moyens d'aider, elle ne peut pas simplement rester les bras croisés. Zayn la regarde, un air pensif dans les yeux. Se penchant, il lui tient doucement le visage et avertit que certaines personnes ne lui seront jamais reconnaissantes pour sa gentillesse. Enna le regarde dans les yeux et supplie Lord Zayn de reconsidérer, lui demandant de ne pas la renvoyer au château pour éviter de blesser l'une ou l'autre partie. Il prend doucement sa main dans la sienne, plus grande. Zayn se souvient d'une confrontation tendue avec le prince Gerald, pensant que la présence d'Enna ne fera qu'aggraver la relation de la tribu avec le royaume. Alors qu'Enna le supplie, Hugh intervient et réprimande son frère, notant que rompre une promesse n'est pas très digne d'un grand frère. Hugh se place entre eux, se demandant comment Zayn compte expliquer à leur peuple qu'il garde Enna dans le village. Un sourire confiant apparaît sur le visage de Zayn, alors qu'il déclare qu'il se préparait à accueillir Enna comme son épouse. Enna et Hugh restent tous deux complètement sans voix face à son annonce choquante. Zayn porte la main à sa ceinture, présentant un petit objet en disant « Alors, tiens !» Il révèle un collier fait des crocs de chaque bête qu'il a chassée. Le posant doucement dans ses mains, il explique qu'un tel cadeau n'est confectionné qu'une seule fois dans une vie comme proposition de mariage dans leur village. Son regard est intense, alors qu'il la regarde de haut, et demande formellement à Enna de devenir sa femme. La scène se déroule par une journée lumineuse et ensoleillée au château royal. À l'intérieur, le jeune garçon aux cheveux blonds erre dans un grand couloir baigné de soleil. Il pense qu'il n'a pas vu Enna récemment, et s'inquiète de l'endroit où elle pourrait se trouver, frustré que son frère Gerald refuse de lui dire quoi que ce soit. Le garçon regarde par une grande fenêtre, son expression troublée. Il aperçoit soudain deux hommes, Moïse et un homme aux cheveux blancs, se précipitant dans un couloir extérieur. Il se demande pourquoi Moïse et Caïn sont si pressés. Jetant un coup d'œil au coin d'un couloir, le garçon observe Caïn annoncer leur retour à Lord Gerald, qui leur accorde l'entrée. Le garçon les suit discrètement et écoute à la porte, tandis que Caïn rapporte qu'ils ont localisé la Sainte dans le village de la tribu du Nord. Toujours à l'écoute, le garçon entend le prince Gerald demander la raison, et Caïn explique que la tribu a sollicité les pouvoirs de guérison d'Enna pour le jeune frère blessé du chef. Le garçon aux cheveux blonds est stupéfait, pensant « Enna a été enlevée ? Qu'est-ce qui se passe ?» Dans le bureau du prince Gerald, Caïn rapporte une nouvelle découverte. Les relations entre les héritiers du Nord et le haut secrétaire sont compliquées, et un rapport soumis détaille une fraude dont la tribu a été victime. Le prince Gerald lit le document avec une expression sérieuse et préoccupée. Une vision de conflit apparaît alors que quelqu'un avertit intérieurement que s'ils n'agissent pas vite, la situation pourrait s'aggraver et mettre en danger la Sainte. Moïse explique au prince Gerald et à Caïn qu'un marchand a noté une augmentation des exportations de coton depuis le Nord, suggérant que le haut secrétaire pourrait étendre secrètement la culture du coton en violation de leur traité. La discussion se poursuit, faisant référence au rapport précédent de Garland, qui attribuait la baisse de la production de coton à l'empiètement de la tribu du Nord. Le prince Gerald réalise avec une expression sombre que les rôles de victime et d'agresseur ont été inversés. Caïn ajoute que les rumeurs concernant la Sainte se sont aggravées, les gens la qualifiant désormais d'imposteur maléfique envoyé pour apporter le désastre au royaume.
Le prince Gérald exige de savoir qui répand de telles absurdités, tandis qu'une vision de Lady Harry souriante suggère qu'elle est la coupable. Quint explique que Lady Harry a l'habitude de répandre des rumeurs pour éloigner toute dame noble qui se rapproche du prince. Un prince Gérald fatigué se frotte la tempe et demande s'ils ont des preuves que Lady Harry a commencé les rumeurs. Tout nous met. Quint admet qu'ils n'ont malheureusement que des commérages de marchands, notant que, tout comme avec la corruption de Garland, ils ne peuvent agir sans preuves solides. Moïse propose qu'obtenir la coopération de la tribu du Nord pourrait les aider à obtenir des preuves des crimes du haut secrétaire. Une pensée flotte dans le ciel nocturne, exprimant la crainte que si les relations s'aggravent, la vie de la sainte pourrait être en danger. Le jeune garçon, Lord Luca, fait irruption dans la pièce, criant qu'Henna est en danger et suppliant désespérément son frère Gerald de la sauver. Luca déclare en larmes qu'il ne pardonnera jamais à Gerald s'il arrive quelque chose à Henna, qui a rendu ses journées amusantes à nouveau. Moïse réconforte le garçon, disant qu'il ressente la même chose. Quint avertit doucement Lord Luca, expliquant qu'agir imprudemment pourrait créer des ennemis de la tribu du Nord et du haut secrétaire. Claquant sa main gantée sur la table, le prince Gerald annonce résolument qu'il se rendra immédiatement à la tribu du Nord. Le prince reste ferme, tandis que Quint exprime son choc et qu'il s'implique. Gerald croit que l'enlèvement était un complot d'Harry pour éloigner la sainte de lui. Alors qu'une vision d'Henna confrontant Harry apparaît, le prince Gerald se blâme d'avoir fermé les yeux sur la prétendue affection de Lady Harry. Moïse et Quint regardent avec inquiétude, murmurant le nom de Lord Gerald. Le prince Gerald serre le poing, déclarant que puisque la sainte a été convoquée pour lui, sa sécurité est sa responsabilité. Il s'agenouille devant Luca, touchant doucement son visage et promettant de ramener la sainte au château, quoi qu'il arrive. Luca serre son frère dans ses bras, et le prince Gerald le serre en retour tout en priant silencieusement pour la sécurité de la sainte. La scène se déplace vers le village tribal, où une célébration animée bat son plein autour d'une longue table. Un membre de la tribu offre un cadeau à un autre, qui sourit en signe d'appréciation. Zayn, aux longs cheveux roux, remercie son peuple et jure d'aider leur village à prospérer, tandis qu'Henna le regarde avec une expression inquiète. Un homme avec une coupe à la brosse orange félicite un homme nommé Lord Hugh pour son rétablissement, et ils partagent un verre. Le festin battant son plein, Zayn et les autres membres de la tribu lâchent un joyeux « Wouhou !» Henna touche nerveusement le collier de croc, repensant au moment où Zayn le lui a remis et qu'elle l'a bêtement pris. Un flashback montre le moment où Zayn a placé le collier de proposition dans sa paume ouverte. Elle se souvient que l'acceptation du collier avait l'air d'une acceptation de sa proposition, réalisant qu'elle ne peut plus facilement se retirer. Désespérée de partir, Henna détourne le regard et dit à Zayn qu'elle doit aller aux toilettes. Bien que Zayn propose de l'accompagner, Hugh intervient, disant qu'il ira à sa place car ce n'est pas sûr. Henna accepte avec gratitude. Ouch! Le couple s'éloigne de la célébration et se dirige vers les bois sombres et étoilés. Courant désormais, Hugh dit à Henna qu'ils seront hors de la forêt dans 1 heure. Elle halète qu'elle essaiera de suivre. Soudain, ils crient tous deux de choc. « Ouah ! Qui a ?» alors que le sol s'effondre sous leurs pieds. Ils tombent impuissants dans une fosse sombre, et Henna se demande ce qui se passe. Au fond du trou, Hugh tient Henna, et ils lèvent tous deux les yeux avec confusion, réalisant qu'ils sont tombés dans un piège. De retour au village, certains membres de la tribu montent la garde, observant la nuit. Zayn et ses hommes continuent de boire et de rire autour du feu sous le ciel étoilé. Zayn se dit qu'Henna et Hugh ne sont pas revenus lorsqu'un membre de la tribu arrive frénétiquement en criant « Des ennuis !» L'homme annonce que des gens du château sont arrivés, ce qui fait que Zayn lève les yeux sous le choc. D'un mouvement rapide et d'une expression durcie, Zayn se lève pour faire face aux intrus. À l'entrée du village, des membres de la tribu tenant des torches confrontent 3 figures en cape sombre. Zayn, flanqué de 2 gardes, se tient avec autorité à la porte, prêt à accueillir les nouveaux venus. Le prince Gerald et ses hommes retirent leurs capuches, et le prince s'excuse pour cette visite soudaine et inopinée. Gerald demande à parler au chef. Zayn confirme son identité et demande ce qui les amène ici, incitant le prince à exiger le retour de la sainte. Zayn sourit de manière dédaigneuse, remettant en question l'intérêt de parler quand le royaume est déjà décidé à prendre leur terre et leur sainte. Le prince Gerald regarde Zayn dans les yeux et insiste sur le fait qu'ils ne souhaitent pas se battre et n'ont aucune intention de prendre ces terres, mais Zayn reste sceptique. Zayn saisit le prince Gerald par la cape, accusant avec colère les troupes du château d'avoir attaqué ses terres et exigeant de savoir pourquoi il livrerait la saintesse à de telles personnes.
Le prince Gérald admet calmement que c'était son échec de ne pas avoir remarqué les actions de ses subordonnés et promet de prendre les mesures appropriées pour résoudre le problème. Il ajoute, cependant, que la question de la synthèse est une affaire distincte. Zayn demande ce qu'il veut dire, puis lâche une bombe. Lui et Henna ont célébré des rites de mariage ce jour-là et sont maintenant mari et femme, affirmant qu'elle veut rester avec lui. Le prince Gérald, Caïn et Moïse sont tous complètement stupéfaits par l'annonce de Zayn. Gérald insiste pour rencontrer Henna afin de confirmer sa sécurité, assurant à Zayn qu'ils n'ont aucune intention de la lui enlever et soulignant qu'ils ne sont que tous les trois. Il répète qu'ils sont en infériorité numérique et ne sont pas là pour se battre. Zayn accepte à contre-cœur d'amener Henna, mais alors qu'un membre de la tribu part la chercher, un autre arrive en courant en criant qu'il ne trouve ni la synthèse ni Hugh nulle part. Zayn et le prince Gérald sont tous deux choqués par la nouvelle de leur disparition. Dans la fosse sombre, Hugh se tient la tête en signe de douleur, se demandant qui aurait tendu un piège dans un tel endroit. Il vérifie l'état d'Henna, et tous deux réalisent qu'il sera difficile de s'échapper seul, espérant que quelqu'un viendra les chercher bientôt. Une botte blindée apparaît tandis que deux chevaliers, munis de torches, jettent un œil dans la fosse. Les chevaliers les reconnaissent, discutant joyeusement de la récompense qu'ils obtiendront pour avoir tué Henna, et identifiant Hugh comme l'homme qu'ils avaient déjà jeté d'une falaise. Hugh et Henna écoutent avec horreur, tandis qu'Hugh fait une réalisation choquante. Être jeté d'une falaise est la véritable raison de ses blessures. Un chevalier suggère froidement de les tuer, tandis que l'autre vise un arc, confiant dans son tir. Hugh crie à Henna de se mettre derrière lui, mais elle le pousse soudainement sur le côté, le prenant par surprise. Alors qu'une flèche frappe son épaule, Hugh réalise avec horreur qu'Henna a pris le coup destiné à lui. La berçant, Hugh murmure qu'elle lui a sauvé la vie et qu'il doit maintenant la protéger, mais Henna objecte faiblement. Craignant pour la vie d'Hugh, Henna crie désespérément dans la nuit pour que quelqu'un vienne les aider. L'un des chevaliers esquisse un sourire narquois, convaincu que personne ne viendra, et tire son arc, déclarant que tout est fini tandis que Hugh protège Henna de son corps. Gah! Un cri de douleur soudain retentit, et le chevalier survivant, terrifié, demande frénétiquement qui est là. Ah ah! Le second chevalier est abattu tandis qu'Hugh lève les yeux pour voir le prince Gérald, se tenant au-dessus des assaillants tombés, étant arrivé juste à temps. Hugh donne un doux baiser sur le front à Henna, tandis qu'un prince Gérald ému aux larmes observe, soulagé de ne pas être arrivé trop tard. Zayn arrive, tenant l'un des chevaliers vaincus, et demande furieusement comment ils ont osé agir ainsi sur les terres de sa tribu. Une Henna rougissante et soulagée lève les yeux vers Hugh depuis la sécurité de ses bras. Zayn regarde dans la fosse, demandant si Henna et Hugh vont bien. Hugh lève les yeux avec un léger sourire en coin, répondant froidement qu'ils vont plus ou moins bien. Les larmes aux yeux, Henna les remercie d'avoir sauvé Hugh et elle, tandis que Zayn et le prince Gérald regardent d'en haut. Constatant qu'aucun des deux ne semble gravement blessé, Zayn demande à Hugh de soutenir Henna pendant qu'il la sorte en premier. Hugh aide Henna à se lever tandis que Zayn lui tend la main, leur disant de retourner au village. Mais Henna regarde vers Gérald. Le prince Gérald s'excuse de son retard et lui tend formellement la main, disant à Henna qu'il est venu la ramener chez elle. La regardant avec un doux sourire, il lui demande de retourner au château avec lui. Zayn intervient, posant une main sur l'épaule de Gérald et lui rappelant sa revendication concernant Henna, tandis qu'Hugh la tient protecteur. Gérald soutient qu'un souverain doit entendre les deux côtés, mais Zayn déclare fermement qu'Henna ne retournera pas au château. Fixant le prince, Zayn déclare audacieusement qu'Henna a choisi de l'épouser. La scène fait une transition, affichant un crédit promotionnel sur une vue de la forêt étoilée. L'impasse continue alors que Zayn et Gérald sont maintenant assis l'un en face de l'autre sur le sol de la forêt, un silence tendu régnant entre eux. Agenouillée à proximité, Henna est torturée par l'indécision, réalisant que choisir l'un ou l'autre homme causera des problèmes à l'autre. Zayn lui tend la main, disant avec force à Henna de s'agripper, tandis que Gérald lui saisit l'autre bras, la poussant à penser que Zayn est un homme autoritaire. Les yeux du prince Gérald se plissent tandis qu'il se dit que rivaliser avec Zayn ici ne résoudra rien. Il dit calmement à Henna de laisser Zayn la tirer, plaçant doucement sa main gantée sur la sienne tandis qu'elle hésite. Prise entre les deux hommes, tous deux lui offrant la main, une Henna troublée peine à faire un choix. Avec un sourire déterminé, Henna prend sa décision, saisissant poliment la main du prince Gérald et lui demandant de la tirer. Le prince Gérald lui saisit fermement la main, la tirant vers lui et loin de Zayn. Tandis que Gérald l'aide à se lever,
Un Zayn stupéfait observe avec incrédulité, murmurant le nom d'Enna et demandant pourquoi elle l'a choisi lui. Enna s'excuse formellement auprès de Zayn et annonce sa décision de retourner au château avec Lord Gerald. Elle rejette fermement la proposition de Zayn, mais il se moque, se demandant pourquoi elle choisirait l'homme qu'il a égoïstement amené dans ce monde, juste pour être guéri. Zayn dit avec confiance à Enna qu'il peut l'aimer davantage et la rendre plus heureuse, que Gerald ne le pourrait jamais, l'exhortant à ne pas être avec un homme motivé par l'intérêt personnel. Enna défend rapidement le prince, expliquant qu'elle a été appelée en raison de la profonde préoccupation de ses vassaux à son égard. Elle insiste passionnément sur le fait qu'elle croit en la sincérité de Gerald, citant son acte désintéressé de se précipiter pour la sauver comme preuve, tandis qu'Hugh jette un œil depuis la fosse, demandant s'ils l'ont oublié. Enna, gênée, se tient maladroitement entre Zayn et le prince Gerald après sa défense passionnée. Hugh qualifie directement Zayn d'égoïste pour ne pas abandonner, mais Zayn se souvient qu'Enna a accepté son collier de proposition. Hugh confronte Zayn, lui disant qu'il a forcé la main d'Enna et qu'il devrait s'excuser de lui avoir rendu le refus difficile. Un Zayn tiraillé admet qu'il n'est pas prêt à abandonner, mais s'excuse d'avoir exploité la générosité d'Enna. Se tournant vers Enna, Zayn lui demande de lui accorder une seule requête en échange de ses excuses. Sa requête est qu'elle s'assure que chacun discute correctement avec Lord Gerald et les autres. Enna fait face aux trois hommes, Zayn, Hugh et le prince Gerald, qui attendent sa réponse. Zayn regarde vers le prince Gerald, hésitant un instant avant que les discussions ne commencent. Le prince Gerald s'avance, présentant des excuses formelles à Zayn pour son manque de vigilance qui a créé de la méfiance envers le royaume. Comprenant désormais toute la situation, Gerald demande une réunion formelle, et Zayn considère son offre. Après qu'Hugh l'ait incité à prendre une décision, Zayn accepte qu'ils retournent tous au village pour tout discuter. La scène change tandis que le groupe uni fait son chemin de la forêt vers le village tribal. De retour au camp, un Cain et un Moïse soulagés se précipitent pour saluer Enna, fou de joie qu'elle soit en sécurité. Enna s'excuse de les avoir mis en danger, mais Cain insiste pour qu'elle se repose avant qu'ils ne discutent davantage. Avec une expression sérieuse, le prince Gerald annonce que la réunion avec la tribu du Nord est sur le point de commencer. Il déclare qu'Enna et Hugh participeront également aux discussions, tandis qu'Enna prie silencieusement pour qu'elles se terminent pacifiquement. Alors qu'ils se préparent à partir, Hugh dit à Enna qu'il la regrettera quand elle sera partie. Il lui fait un pouce levé encourageant, l'invitant à lui rendre visite à tout moment, tandis qu'une Enna rougissante le remercie. Zayn lui souhaite un bon retour, lui offrant un petit sachet de pot pourri qui, dit-il, sera utile pour éloigner les bêtes. Il place délicatement la pochette dans ses mains alors qu'elle le regarde, rougissante. Alors que leurs mains se touchent sur le petit cadeau, il prononce doucement son nom. En la regardant dans les yeux, il lui dit qu'elle sera toujours la bienvenue pour revenir au village. Le prince Gerald s'interpose entre eux, assurant à Zayn qu'il assumera l'entière responsabilité de la sécurité d'Enna. En partant, Enna fait un dernier au revoir à Zayn et à ses amis qui lui répondent avec enthousiasme. Le carrosse cahote le long de la route, les emportant loin du village. À l'intérieur du carrosse, Enna s'adresse timidement au prince Gerald, qui tourne son attention vers elle. Elle lui demande avec hésitation si les discussions avec la tribu du Nord se sont bien passées. Gerald explique qu'ils ont accepté de coopérer pour mettre fin au conflit et qu'ils enquêteront conjointement sur les soldats qui l'ont attaqué. Enna sourit de soulagement et le prince Gerald en profite pour lui présenter à nouveau ses excuses formelles. Elle écarte rapidement ses excuses, lui rappelant que c'est lui qui est venu la sauver du piège. Soudain, une pensée la frappe alors qu'elle se remémore l'événement. Se souvenant comment il l'a mise en sécurité, elle lui demande si sa peur des femmes a été guérie. Il admet que ses actions étaient inconscientes, motivées uniquement par le désir de la sauver après qu'elle ait travaillé si dur pour le guérir. Il propose ensuite joyeusement de préparer son enregistrement, afin qu'elle puisse retourner dans son monde d'origine encore plus tôt. Remplie de joie, Enna joint ses mains et le remercie chaleureusement. Son sourire faiblit cependant, tandis qu'il la regarde avec une expression plus sérieuse et contemplative. Il se demande silencieusement si retourner chez elle est vraiment ce qu'elle veut. Pendant ce temps, Zayn réfléchit à la situation, certain qu'il aurait pu rendre Enna plus heureuse. Dans un flashback, Gerald dit à Zayn que le bonheur est un choix personnel, et note qu'Enna a parlé de choses qu'elle pourrait accomplir dans leur monde. Alors que Gerald songe qu'Enna pourrait vouloir rester, Zayn arrive à une puissante réalisation. Son bonheur est de rester dans ce monde. De retour au présent, le prince Gerald regarde directement Enna et lui demande si elle veut vraiment retourner dans son monde.
Le carrosse poursuit son chemin sur la route ensoleillée, la question restant en suspens dans l'air. Bientôt, leur voyage se termine alors que le carrosse approche de la grande entrée du château royal. Dès leur arrivée, un Luca inquiet se précipite hors des portes du château pour les rencontrer. Son visage s'illumine de soulagement en voyant Enna, et il prononce joyeusement son nom. Sans hésitation, Luca se jette dans ses bras pour une étreinte serrée et soulagée. Elle l'embrasse chaleureusement, le accueillant chez lui tandis qu'il pleure de joie dans ses bras. Le prince Gérald, Cain et Moïse regardent, souriant à cette réunion émouvante. Le prince Gérald s'adresse doucement à son frère, reconnaissant à quel point la saintesse lui a manqué, mais il s'interrompt. Enna tient timidement la main d'un Luca rayonnant, partageant un moment calme et affectueux. Le prince Gérald rappelle à son jeune frère Luca qu'il doit se préparer pour ses cours à l'Académie impériale. Un Luca inquiet s'accroche à la main d'Enna, lui demandant ce qui se passera si elle disparaît à nouveau. Mais elle le rassure en lui disant que tout ira bien. Souriant doucement, Enna promet à Luca qu'elle restera au château à partir de maintenant. Luca exulte d'excitation, s'écriant que son frère travaille dur et a besoin du pouvoir essentiel d'Enna, tandis que Gérald le regarde avec tendresse. Le prince Gérald intervient, disant à Luca de laisser de l'espace à Enna pour se reposer, et le garçon accepte à contre-cœur. Gérald souhaite à Enna un bon repos, et elle sourit, reconnaissant sa gentillesse. Après la fermeture de la porte, Gérald ordonne à Moses d'escorter Luca dans sa chambre, et Moses s'exécute sans hésitation. Les autres partis, le prince Gérald tourne son attention vers Cain, l'appelant par son nom pour lui donner un ordre. Cain se retourne avec un regard déterminé, prêt à recevoir les instructions du prince. L'expression du prince Gérald devient sombre alors qu'il contemple les prochaines étapes, pensant que les choses sont sur le point de devenir délicates. Une jeune femme aux cheveux blonds et son père, un homme âgé à l'air sévère, arrivent au château sous escorte. En marchant, la jeune femme se demande pourquoi ils ont été convoqués, et son père admet ne pas le savoir non plus, espérant un rapide retour chez eux, avant qu'on ne leur dise d'entrer. Dans une pièce somptueuse, le prince Gérald invite le père et la fille fraîchement arrivés à prendre place. Les deux s'assoient en face du prince, leurs expressions tendues alors qu'ils attendent qu'il parle. Le prince Gérald les remercie de leur coopération, annonçant que grâce à elle, ils ont pu protéger la sainte en toute sécurité, laissant le couple stupéfié et sans voix. Horrifiée, la jeune femme réalise que leur plan a échoué, pensant que la sainte était censée avoir été éliminée. Le prince Gérald observe leur réaction d'un regard calme et perspicace, pleinement conscient de leur implication. Le père tapote nerveusement sa jambe, tandis que sa fille est assise anxieusement à ses côtés, tous deux clairement troublés par les paroles du prince. Le père feint rapidement le délice du retour de la sainte, affirmant qu'il l'attendait avec anxiété, tandis que Gérald joue le jeu avec une expression de soulagement tout aussi fausse. Concluant que leurs services ne sont plus nécessaires maintenant qu'Enna est en sécurité, le père annonce qu'ils vont faire leur bagage et partir immédiatement, tentant une retraite précipitée. Le prince Gérald les arrête, son expression se durcissant alors qu'il révèle que la sainte a été attaquée dans la forêt de Ryokumuka. Il révèle qu'ils ont attrapé le coupable, qui a confessé être de leur domaine, et sonne une cloche, déclarant qu'ils ne peuvent pas feindre l'ignorance alors qu'ils reculent de terreur. Clang. Soudain, des chevaliers envahissent la pièce et encerclent le père et la fille choqués, qui exigent de savoir ce qui se passe. Le père plaide son innocence, qualifiant cela de malentendu, tandis que sa fille affirme qu'ils ont été piégés. Mais Gérald déclare calmement qu'un interrogatoire révélera la vérité. Alors que les chevaliers les traînent, le couple désespéré crie à Lord Gérald de les aider. Cain demande s'ils avoueront, et Gérald l'assure avec confiance qu'il les fera avouer, ajoutant qu'ils doivent maintenant gérer les rumeurs sur la sainte qui se répandent parmi le peuple. Le regard du prince Gérald est résolu, déterminé à découvrir la conspiration et à restaurer l'ordre. La scène se déplace vers Enna, qui s'agite dans son lit, se réveillant lentement d'un sommeil profond. Elle se redresse en sursaut, paniquée d'avoir complètement sombré dans le sommeil. En se redressant, elle se souvient des récentes attaques et réalise qu'elle est plus épuisée par l'épreuve qu'elle ne l'avait cru. Son regard se pose sur les articles de guérison qu'elle a fabriqués, se souvenant de son désir de les améliorer. Elle prend un morceau de bois sculpté et commence à appliquer délicatement un chiffon pour en affiner la surface. Avec un sourire satisfait, elle inspecte son travail fini, ravie des améliorations qu'elle a apportées. Tenant l'un des objets de guérison, elle décide de tester les huiles parfumées des tribus du Nord sur Gérald, pleine d'espoir maintenant qu'il commence à lui faire confiance. Elle jure silencieusement de procéder lentement et avec prudence, déterminée à ne plus jamais le laisser souffrir. Un coup soudain retentit à sa porte,
et une voix annonce « C'est moi », faisant reconnaître à Henna, surprise, Lord Gerald. Ouvrant la porte, elle trouve le prince Gerald et lui demande s'il a besoin de quelque chose. La scène se déplace vers une rue de ville tranquille, éclairée par la lune, avec le château royal qui se profile sur une colline lointaine. Dans une taverne animée, les clients bavardent sur la nouvelle. Une sainte est descendue sur le château, mais on dit aussi qu'un démon ravage le royaume. Les rumeurs s'intensifient lorsqu'un homme affirme que Lord Gerald a été endoctriné par le démon, provoquant l'indignation parmi les auditeurs. Un homme en colère se lève d'un bond, criant qu'ils devraient prendre d'assaut le château eux-mêmes et ne pas laisser un démon se faisant passer pour une sainte faire ce qu'il veut. Des poings sont levés en signe d'accord, alors que la foule jure passionnément de chasser le démon de leur terre. De retour dans la chambre d'Henna, elle est surprise lorsque Lord Gerald frappe et se présente, puis lui demande s'il peut lui parler de quelque chose. Le prince Gerald se tient devant elle, son expression grave et résolue. Maintenant à l'intérieur, Henna se tient devant un prince Gerald assis, et lui demande avec prudence ce qu'il souhaite discuter. Gerald aborde directement son aversion connue pour les femmes, et Henna reconnaît discrètement qu'elle en est consciente. Il révèle que son aversion a commencé lorsqu'une femme a essayé de le tuer. Une vérité choquante qui laisse Henna sans voix, alors qu'il explique que c'est un fardeau qu'il doit porter en tant que premier prince. Il la prévient que même pendant ses séances de guérison, il pourrait avoir une réaction négative inconsciente envers elle. Malgré le risque, il déclare vouloir continuer les soins pour qu'elle puisse retourner dans son propre monde plus tôt, une déclaration désintéressée qui émeut Henna aux larmes. Le prince Gerald est assis et écoute, tandis qu'Henna se tient devant lui, la lumière du soleil inondant la pièce. Avec un sourire éclatant et confiant, Henna le regarde, pleine d'espoir. Elle déclare son intention de prendre les choses lentement et sûrement, une proposition qui semble plaire à Gerald. Un léger rougissement sur les joues, le prince Gerald la regarde chaleureusement et la considère comme la sainte. Il lui offre un remerciement sincère, alors qu'il est assis près d'une table couverte d'outils de massage en bois. Henna exprime sa gratitude pour son dévouement, notant qu'elle a entendu dire que l'outil de massage avait été fabriqué après d'innombrables prototypes. Elle lui demande ensuite, avec hésitation, s'il serait intéressé à l'essayer. Voyant qu'il a l'air fatigué, elle lui offre un massage avec un sourire plein d'espoir. Pointant du doigt les outils, elle explique que les utiliser devraient être moins inconfortables pour lui que si elle utilisait ses mains directement. Il exprime sa crainte qu'elle soit fatiguée aussi, mais elle insiste joyeusement qu'elle vient de faire une sieste et qu'elle est pleine d'énergie, impatiente de tester le nouvel outil. Convaincu par son enthousiasme, le prince Gerald accepte de la laisser essayer. Henna demande à Lord Gerald de tendre ses mains paumes vers le haut, puis verse une huile parfumée sur ses doigts. Il accepte, et, en étalant l'huile, il remarque qu'elle sent bon. Avec un doux sourire, elle demande si elle peut toucher ses mains pour les soutenir pendant le massage. Il répond par un oui discret, alors qu'elle prend délicatement sa main dans la sienne. Agenouillée devant lui, Henna lève les yeux pour confirmation, et il lui dit que c'est bon de continuer. Elle commence le traitement, utilisant soigneusement un outil en bois lisse, pour appuyer dans la paume de sa main. Ses yeux s'écarquillent sous le choc alors qu'elle sent la tension extrême dans ses mains, réalisant que tout son corps doit être en piteux état, et lui demande avec inquiétude s'il a mal. Un prince Gerald, embarrassé, détourne le regard, insistant sur le fait qu'il va bien. Tandis qu'elle travaille, il baisse les yeux, visiblement embarrassé par son attention. Il reste tendu et embarrassé tandis qu'elle s'agenouille devant lui se concentrant sur le massage. Elle répond d'un « Oh oui », embarrassé mais joyeux à quelque chose de tacite. Henna continue son travail, massant diligemment sa main alors qu'il est assis sur la méridienne. Son traitement est si efficace qu'il est tombé dans un sommeil profond, complètement épuisé. Elle tire doucement une couverture sur Lord Gerald endormi, le remerciant tendrement pour tout. Décidant de lui préparer une tisane pour son réveil, elle se demande si elle peut obtenir de l'eau chaude de la cuisine. Alors qu'elle se tourne pour partir, Gerald s'agite et murmure son titre, la faisant s'arrêter et s'excuser de l'avoir dérangé. Pat! Surprise par un bruit, elle se retourne alors qu'il se redresse, demandant s'il l'a réveillée, mais elle le nie. Maintenant éveillé, le prince Gerald la regarde avec inquiétude et demande si quelque chose ne va pas. Elle sourit et explique qu'elle allait juste chercher de l'eau chaude pour le thé. Il désigne une cloche de service sur un coffre voisin, lui disant qu'elle peut la sonner à tout moment pour appeler les serviteurs. Elle regarde la cloche, mais est surprise par le bruit de sa course alors que quelqu'un crie son nom. Le prince Gerald plaisante en disant que certaines personnes viennent même sans sonner, et Henna rit avec lui. Boum!
L'ambiance est brisée alors qu'un homme blond frappe à la porte, appelant d'urgence Lord Gerald. L'expression de Gerald devient sérieuse alors qu'il demande ce qui s'est passé. L'homme blond hésite, le visage empreint d'inquiétude alors qu'il s'apprête à annoncer la mauvaise nouvelle. Henna et Gerald se tiennent ensemble, un regard d'inquiétude partagé sur leur visage tandis qu'une sombre prémonition emplit la pièce. La scène se déplace vers deux gardes lourdement armés, debout stoïquement à leur poste, devant une porte ornée. Ailleurs, une Lady Hailey frustrée se plaint d'attendre, rejetant l'enquête comme inutile, puisque les témoins clés refusent de parler. Un officier militaire se tient à proximité, tandis qu'Hailey pense que si tout le monde reste silencieux, l'affaire se terminera simplement. Mais elle s'inquiète de ce qui se passera si l'impasse persiste. Submergée par la jalousie et la peur, elle déclare qu'ils doivent faire quelque chose à propos d'Henna, avant que la sainte ne ravisse Lord Gerald pour de bon. Elle entend un appel pour les gardes, à qui on ordonne de se verrouiller et de se diriger vers les portes du château. Un soldat rapporte que des gens, croyant à la rumeur du démon, exigent que la sainte soit brûlée sur le bûcher, et Hailey sourit, réalisant que les choses tournent en sa faveur. Une Lady Hailey satisfaite se tient avec un sourire confiant, clairement ravie du chaos qu'elle a contribué à semer. Elle fantasme sur l'exécution d'Henna par le feu, croyant que cela résoudra parfaitement tous ses problèmes. De retour dans la pièce, l'homme blond informe une Henna et un Gerald choqués qu'une foule s'est rassemblée aux portes du château pour protester contre la sainte démon. L'homme blond conseille à Sir Gerald de rester sur place pendant que les prêtres gèrent la foule, mais Gerald exige de savoir pourquoi. L'homme explique qu'une rumeur circule selon laquelle la sainte contrôle le prince, et que sa présence ne ferait qu'aggraver les choses. Gerald écoute avec une expression sombre. Henna regarde Gerald les yeux larmoyants, s'excusant et se reprochant la dangereuse situation. Le prince Gerald la regarde avec une douce assurance, lui disant qu'elle n'a rien fait de mal, et promettant qu'il prendra des mesures pour résoudre cela. Il rassure Henna en larmes, lui disant de ne pas s'inquiéter, et elle acquiesce silencieusement. Cette nuit-là, une grande foule en colère, portant des torches, se rassemble devant le château royal. Un grand prêtre aux cheveux argentés sort pour s'adresser à la foule, les exhortant à se calmer tandis qu'il crie son titre. Un homme de la foule exige de connaître la vérité derrière les rumeurs, et le prêtre explique que la sainte a été invoquée par pouvoir divin, et que le prince Gerald n'est pas ensorcelé. Le grand prêtre insiste sur le fait que Gerald s'acquitte de ses fonctions comme d'habitude, mais un homme dans la foule reste sceptique. Une femme inquiète, encapuchonné, spécule que Lord Gerald n'agit peut-être normalement que parce qu'il est contrôlé par la sainte. Une femme aux cheveux argentés observe avec inquiétude, tandis qu'une autre voix suggère que même si la sainte était un démon, cela n'aurait pas d'importance. Le grand prêtre déclare fermement que juger de telles affaires est le devoir des prêtres, et demande à la foule de leur laisser cela, réussissant à les apaiser légèrement. Une femme aux cheveux argentés observe la scène tendue, tandis que le grand prêtre médite que, bien que la foule soit plus calme, la situation reste dangereuse. Dans une salle de conseil, un fonctionnaire suggère de laisser des experts déterminer si elle est une vraie sainte, mais un autre soutient que les rumeurs se sont trop répandues. La sainte étant visée, il faut garder le silence. Moïse rapporte qu'ils interrogent le coupable sans succès, et que garder Henna au château est trop dangereux, mais Gerald l'interrompt en disant qu'elle a été invoquée pour son propre bien. Le prince Gerald déclare fermement qu'il est de son devoir de garantir sa sécurité, bien qu'un autre homme exprime ses réserves. Les autres membres du conseil, dont un homme blond et un homme aux cheveux foncés, écoutent attentivement le débat en cours. Moïse les met au défi de proposer un moyen sûr de la cacher, et un fonctionnaire plus âgé suggère de l'envoyer dans une nation avec laquelle ils ont un traité de paix. Frustré, le prince Gerald pense qu'il n'avance à rien et résout de trouver la source des rumeurs et de l'écraser lui-même, juste au moment où l'on frappe à la porte. Alors qu'un serviteur apparaît à la porte, le prince Gerald permet aux visiteurs d'entrer, pressentant que cela pourrait être urgent. Caïn fait irruption dans la pièce avec une expression frénétique, appelant Sir Gerald et déclarant qu'il a de mauvaises nouvelles. Gerald demande ce qu'il se passe, seulement pour que Caïn remarque avec espièglerie quels grands acteurs ils ont été. Caïn explique joyeusement que, puisque Gerald était en réunion non-stop, il a pensé que c'était le moment pour le toucher guérisseur de Lady Henna. De retour avec Henna, elle remercie sincèrement le prince Gerald pour son travail acharné et s'excuse pour tous les ennuis qu'elle a causés. Gerald dit à Caïn que son timing est parfait, car il est complètement épuisé, puis tourne son attention vers la sainte. Henna, désormais vêtue d'une élégante robe blanche et or, répond nerveusement à son appel. Il la regarde intensément, déclarant qu'il veut essayer de guérir d'autres endroits que ses mains, confiant qu'avec elle, il ira bien.
Héna rougit mais accepte avec un sourire déterminé, prêt à l'aider. Alors qu'il enlève sa veste militaire, il demande effrontément s'il ne devrait enlever que son manteau. Une Héna déconcertée le regarde, confirmant silencieusement que c'est tout ce qui est nécessaire. Héna rit et dit gracieusement à Caïn qu'elle serait heureuse de le masser à tout moment. Le prince Gérald ramène la conversation sur la guérison, demandant à Héna si elle utilise normalement ses mains. Après qu'elle ait confirmé, il lui demande d'utiliser ses mains à nouveau aujourd'hui, mais elle hésite. Il lui offre un sourire doux et rassurant pour apaiser ses inquiétudes. Rassurée, Héna rougit et accepte de procéder à la guérison. Elle place délicatement ses mains sur les siennes, commençant le processus de guérison. Un rougissement parcourt le visage de Gérald alors qu'il ressent la chaleur, se confirmant à lui-même que la sensation apaisante est réelle. Héna se concentre intensément, déplaçant ses mains jusqu'à son avant-bras. Submergé par la sensation, il pense que son toucher réchauffe non seulement ses bras, mais tout son corps. Gérald transpire légèrement, le visage rougi, tandis que la puissante énergie de guérison coule à travers lui. Remarquant la tension quitter son corps, Héna pense que ses bras commencent enfin à se détendre. Elle lui sourit, décidant que c'est assez de guérison pour une journée. Toujours en lui tenant les mains, il prononce doucement son nom, les yeux pleins d'émotion. Il lui dit que même si elle n'a touché que ses mains et ses bras, tout son corps se sent chaud et léger. Le prince Gérald lui offre un sourire tendre et reconnaissant. Héna lève les yeux vers lui, son expression douce et émue par sa sincère gratitude. Elle demande timidement pourquoi il la remercie et il ricane, admettant qu'elle a raison. Submergée par le bonheur, Héna essuie une larme de joie de son œil. La scène se déplace vers le village de Zeyn où un homme avec une charrette parle à deux hommes locaux. L'homme remercie les deux villageois pour leur travail acharné en l'aidant avec sa charrette. À proximité, Zeyn et un autre membre de la tribu sont vus marchant tandis que l'homme de la charrette regarde. L'homme salue Zeyn avec un sourire, lui disant que son timing est parfait alors que Zeyn s'approche. Zeyn, un homme de la tribu aux cheveux roux, jette un coup d'œil par-dessus son épaule et demande si quelque chose d'inhabituel est arrivé. L'homme à la charrette explique que la capitale royale est chaotique à cause des protestations contre la sainte, que les gens croient être un démon, ce qui perturbe les affaires. Outré, Zeyn exige de savoir comment Gérald a pu laisser une telle rumeur se propager et déclare avec colère que renvoyer Héna était une erreur. Le jeune frère lui rappelle qu'Héna est revenue de son propre gré et que sa colère est vaine, puis s'inquiète qu'elle doive se blâmer pour le chaos. Tandis que le charretier suggère qu'ils ont juste besoin de prouver son innocence, Zeyn croise les bras, son expression se durcissant de résolution. Un sourire malin traverse le visage de Zeyn alors qu'il déclare avoir une idée, laissant son jeune frère demander ce que c'est. La scène se déplace vers le château royal, alors que quelqu'un commence à expliquer la situation actuelle. Dans une salle du conseil, un clerc explique qu'ils ont placé d'autres clercs aux portes pour persuader les citoyens et calmer les troubles. Un clerc blond espère que les rumeurs s'estomperont mais note la présence d'extrémistes, tandis que le grand prêtre aux cheveux argentés, Moïse, convient qu'ils doivent rester vigilants car les rumeurs sont difficiles à effacer. Un chevalier fait irruption dans la réunion, annonçant paniqué qu'une émeute a éclaté dans la ville. Le grand prêtre lève les yeux écarquillés de choc face à l'escalade soudaine. S'excusant de la réunion, le grand prêtre se dirige rapidement vers la porte pour faire face à l'urgence. La scène change pour une pièce calme, où Caïn repose sa tête sur les genoux d'une femme aux cheveux longs, sur un canapé. Un rougissement profond couvre le visage de Caïn, alors qu'il ferme les yeux avec bonheur, appréciant pleinement le massage crânien de la femme. Tandis que la femme lui masse doucement les oreilles, Caïn pense que son toucher est comme être enveloppé dans une couverture réchauffée par le soleil. Perdu dans la sensation relaxante, Caïn pense que Lady Héna ne pourrait pas être un démon, juste au moment où une voix invisible le réprimande, pour profiter du luxe pendant que le château est en plein tumulte. Le grand prêtre Moïse se tient au-dessus d'eux avec une expression sévère, faisant crier son nom à un Caïn effrayé. Moïse s'excuse, clarifiant que ces mots vifs étaient adressés à Caïn, et non à la femme qu'il appelle Lady Héna. Caïn se lève d'un bond, déclarant avec colère que Gérald lui-même lui a confié la garde de la sainte. Mais Moïse rétorque qu'en tant que son garde, il devrait être plus vigilant que jamais. Tournant son attention vers la femme, Moïse dit qu'il est venu car il a quelque chose à dire à Lady Héna. La scène revient à la sainte Héna originale, qui halète, les mains sur la bouche, choquée par une nouvelle. Caïn explique à Héna, inquiète, qu'une rumeur concernant sa guérison d'un homme nommé Hugh se répand maintenant.
Moïse précise que le tumulte du château est maintenant le sujet de conversation de la nation, et que les tribus du Nord ont probablement lancé cette nouvelle histoire pour contrer les rumeurs malveillantes à son sujet. Héna baisse les yeux avec inquiétude, pensant à Zéin et à son peuple, ainsi qu'à l'animosité entre les tribus et la famille royale. Cain déclare joyeusement que cette nouvelle rumeur restaurera sûrement l'honneur de Lady Héna. Le grand prêtre, cependant, a l'air sombre, avertissant que ce ne sera pas si simple. Il explique que la ville est maintenant dangereusement divisée entre ceux qui exigent que la sainte démon soit bannie et ceux qui croient qu'elle est réelle. Moïse craint que si le conflit n'est actuellement que des disputes animées, il pourrait facilement s'aggraver s'il n'est pas maîtrisé. Bouleversée, Héna murmure « Non », pensant qu'elle ne veut pas que les gens se battent à cause d'elle et se demandant désespérément ce qu'elle peut faire. Un éclair de lucidité frappe soudainement Héna alors qu'elle réalise qu'il pourrait y avoir une solution. Plus tard cette nuit-là, le prince Gérald traverse un couloir du palais, pensant que la sainte dort, mais s'avouant qu'il ne veut qu'un seul coup d'œil d'elle. Il s'arrête brusquement, se réprimandant pour l'idée impudente de visiter la chambre d'une femme la nuit, juste pour voir son visage. Il réfléchit que ses massages ont amélioré son sommeil et sa concentration, mais trouve toujours que son impulsion soudaine est complètement inhabituelle pour lui. Décidant qu'il est inconvenant de lui rendre visite la nuit, il résout de revenir plus tard et se tourne pour partir. Le dos tourné, le prince Gérald s'éloigne le long du couloir silencieux et éclairé par la lune. Dans sa chambre, Héna tient une petite clochette de service, pensant qu'il est tard et qu'elle ne viendra probablement pas. Boum! Un coup soudain à la porte la surprend alors qu'une voix s'excuse pour l'heure tardive. En ouvrant la porte, elle est choquée de trouver Lord Gérald debout là. Le prince Gérald lui offre un doux sourire et souhaite une bonne soirée à la sainte. Décontenancé par sa visite inattendue, Héna balbutie un bonsoir en retour. Il explique qu'il passait par là et a entendu sa sonnette, puis demande si elle est sortie parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Héna invente rapidement une excuse, prétendant qu'elle espérait juste obtenir de l'eau. Alors qu'il commence à partir, elle tend la main pour l'arrêter, insistant sur le fait qu'il y a quelque chose d'important qu'elle veut discuter. Le regardant avec des yeux déterminés, Héna explique qu'elle a réfléchi et voudrait lui demander son aide. Elle propose avec passion que si les gens pouvaient expérimenter sa guérison directement, les rumeurs selon lesquelles elle serait un démon pourraient enfin disparaître. L'expression du prince Gérald devient sérieuse, alors qu'il oppose un rejet simple et ferme. Non. Héna le regarde, stupéfaite, tandis qu'il explique qu'il ne peut approuver une proposition aussi dangereuse. Il réitère son refus d'accepter son plan, la laissant complètement choquée et sans voix. Le prince Gérald détourne le regard, une expression conflictuelle et douloureuse sur son visage. Le prince Gérald dit à Héna qu'il apprécie sincèrement sa considération pour leur pays et que cela le rend très heureux. Cependant, il déclare fermement qu'en tant que son tuteur, il ne peut pas lui permettre de se mettre en danger tant que la situation est si instable. Héna proteste, disant qu'elle ne peut pas rester les bras croisés pendant que des gens se battent à cause d'elle, mais il insiste sobrement sur le fait qu'il ne veut plus jamais la voir en danger. Levant les yeux vers lui avec des yeux implorants, elle prononce doucement son nom, Gérald. Changeant d'approche, Héna propose avec entrain une alternative. Lui permettre de soigner les personnes travaillant au château. Le prince Gérald, surpris, s'interroge sur sa demande de soigner le personnel du château. Elle explique que puisque le personnel a des familles et vit en ville, une bonne réputation la concernant pourrait se répandre par leur intermédiaire. Héna déclare avec passion sa conviction que s'ils viennent à la connaître, elle et ses pouvoirs de guérison, les terribles rumeurs finiront par s'estomper. Un léger sourire effleure les lèvres de Gérald, tandis qu'il remarque son impressionnante persévérance. Respectant sa résolution, il accepte son plan tant qu'il se limite au personnel du château, ce qui entraîne un joyeux remerciement de la part d'Héna. Il la corrige doucement, posant une main sur son cœur et disant « Non, merci à toi », reconnaissant qu'elle pense à son pays. La scène se déplace vers un grand bâtiment en pierre sur les terres du château, alors que quelqu'un appelle Lady Héna. Dans une salle préparée, Héna apporte un plateau de potions de guérison, tandis que Cain et le grand prêtre Moïse arrangent une table. Les deux hommes lui offrent leur aide, disant de les prévenir si elle a besoin de quoi que ce soit d'autre. Une Héna rougissante regarde son poste préparé et les remercie sincèrement tous deux pour leur aide. Cain et Moïse reculent, observant Héna se préparer à commencer son travail. Héna se tient prête derrière la table de potions, attendant son premier patient. Ailleurs dans le palais, un groupe de gardes change de car, l'un d'eux demandant au groupe partant s'ils s'en vont déjà. L'un des gardes confirme joyeusement qu'ils vont prendre un verre avant de rentrer chez eux.
Un garde resté en service les regarde partir, se demandant pourquoi personne ne va voir la sainte. L'un des gardes partants admet que, bien qu'il soit curieux, sa famille est sceptique, il compte donc attendre de voir. Son compagnon ajoute que s'il croit que la sainte n'est pas mauvaise en raison de la confiance de Caïn Moïse en elle, sa femme s'inquiète de l'effet potentiel sur leurs enfants. Surprenant la conversation des gardes, une noble blonde en robe rouge se demande ce que la sainte complote et décide de le découvrir. Les gardes partent pour leur verre, et un soldat solitaire reste de service devant une porte ornée. Jetant un coup d'œil depuis une pièce voisine, la noble blonde s'adresse au soldat, qui est surpris de voir Lady Hailey. Une Lady Hailey rougissante se penche près du garde troublé et lui demande avec inquiétude si quelque chose est arrivé à la sainte. Elle se presse contre lui demandant séductrice de lui dire, juste entre eux, affirmant qu'elle n'est que préoccupée par elle. Tandis qu'elle pose sa tête sur son épaule et plaide, le garde, submergé, commence à révéler les détails. Le garde révèle qu'un endroit a été aménagé pour que les gens reçoivent les soins de la sainte afin de dissiper les rumeurs de démons, ce qui pousse Hailey à reculer, se moquant d'un tel vilain tour. Hailey pense que le plan est voué à l'échec, croyant que la guérison ne fonctionne pas sur tout le monde, et qu'il est impossible d'effacer des rumeurs déjà répandues à l'échelle nationale. De retour dans la salle de guérison vide, Héna avoue à Caïn et Moïse qu'elle sait que cela ne réussira pas tout de suite, juste au moment où une porte s'ouvre avec un cliquetis. Caïn, toujours optimiste, déclare avec un sourire que ce n'est que le début. Moïse suggère doucement que ce n'est peut-être qu'un mauvais timing, car tout le monde est actuellement occupé. Caïn offre à Héna une tape rassurante sur le bras, tandis qu'elle remercie les deux hommes pour leur soutien. Héna a une idée lumineuse, suggérant d'offrir des rafraîchissements aux gens au lieu d'attendre passivement. Elle explique avec enthousiasme que le premier ordre des chevaliers reviendra bientôt de l'entraînement et que ce serait le moment idéal pour approcher les soldats fatigués. Caïn accepte avec enthousiasme de servir du thé aux herbes glacées tandis que la scène passe à un ciel crépusculaire étoilé. Soudain, une porte coulisse, révélant un groupe de chevaliers, surprenant Héna, Caïn et Moïse. Caïn reconnaît leur chef, le capitaine Hachim, et décide avec assurance de l'inviter pour une séance de guérison. Caïn interpelle joyeusement le capitaine Hachim, aux cheveux blancs, le félicitant pour son dur labeur. Le capitaine Hachim se retourne, reconnaissant Caïn avec une expression pensive sous le ciel nocturne. Caïn lui propose d'essayer la guérison de la sainte, et le capitaine Hachim marque une pause, considérant l'offre. Tandis que Caïn avance, Héna et Moïse le suivent, se dirigeant vers le capitaine. Moïse hoche légèrement la tête en signe d'approbation tandis que lui et Héna échangent un regard déterminé. Du point de vue du capitaine Hachim, il voit le trio s'approcher de lui dans la cour en pierre. Le capitaine Hachim jauge Héna, réalisant qu'elle est la sainte. Elle le salue avec un sourire tandis que Caïn les présente formellement. Caïn fait un geste entre Héna et le capitaine, achevant les présentations. Le capitaine Hachim offre un salut poli, et Héna le remercie pour sa courtoisie. Alors qu'ils se serrent la main, une étrange énergie semble passer entre eux. Soudain, les yeux du capitaine Hachim brillent d'un rouge inquiétant alors qu'il fixe intensément une Héna confuse.